Bonsoir. Bon, je ne sais pas si c'est la peine d'aller plus loin. C'était le quart d'heure Picard qui a duré une demi-heure pour les premiers arrivés. Vous avez eu 25 extraits, pièces de Picard. Joué un petit peu partout. En France, il n'y a pas d'extrait belge, mais il y avait des extraits essentiellement dans la Somme. Dans l'Oise, les scolaires c'était dans l'Oise, à Froissy. Si vous avez dû reconnaître Simons, ou Jacques Bonafé dans le Nord. Vous avez pu reconnaître dans le Pas-de-Calais la troupe des Tréteaux de l'Impasse de Bertrand Coq. Et puis voilà, donc c'est un panorama avec, et sans oublier, je vais y revenir, avec les troupes de théâtre de marionnettes qui, depuis dans les 20-25 dernières années, ont sévi, qui sur des scènes prestigieuses pour le Picard, et puis prestigieuses tout court, comme chez Caboton-Damien bien sûr, qui sur des tréteaux beaucoup plus modestes comme le Royaume des Pantins de Claude Portemer, ou un peu entre deux, des troupes itinérantes comme les Compagnons de la Fleur, pour rester dans la Somme, et puis également le théâtre Louis Richard, donc dans le Nord, à Roubaix-Tourcoing. Voilà, donc 25 extraits d'une minute à peu près, une petite scène que j'ai choisie dans des archives vidéo qui parfois ont souffert. Les VHS, ça vieillit mal, la preuve, mais voilà, les archives restent des archives, on en parlait tout à l'heure, on a la chance d'avoir des images, d'avoir du son, et puis d'avoir quelques acteurs qui étaient sur scène avec une vingtaine d'années de moins. Pour ça que je rigole encore, parce que d'abord j'étais dedans parfois, et puis dans des situations, voilà, on sort de soi-même et on devient un autre personnage, on devient le personnage que l'auteur, que le metteur en scène, que l'équipe a choisi de placer sur ses planches derrière le rideau rouge ce jour-là. Donc c'est un discours en soi-même, c'est pour simplement dire en introduction que le théâtre Picard, ça existe, et puis on va attaquer. Alors, donc c'est ça. Donc là, vous avez en décor des affiches. J'y reviendrai tout à l'heure, des affiches de compagnie, la plupart amateurs, la plupart de la Somme, mais pas exclusivement, parce qu'il y a aussi le théâtre Louis Richard et quelques autres, ou la venue de troupes belges, d'une troupe belge à Abbeville. Osier, on y va. Alors, bon, cette conférence, donc bien sûr, la construction que j'ai choisie pour entamer ne permet pas à Olivier de prendre la parole pour présenter le cycle de conférences qui commence ce soir. Je vais donc le faire brièvement, d'autant qu'il y a à la fois vous avez le programme, en tout cas si vous ne l'avez pas, vous le récupérez. Voilà, le client qui est sorti cette semaine. Avec donc les conférences sur le thème du théâtre en Picard, et puis d'autres conférences qui s'inscrivent en pays, qui ne se raccrochent pas à ce thème-là. Et donc ce cycle donc, est de 5 conférences. Donc j'ai l'immense plaisir de l'inaugurer. Alors pour commencer, je vais dire que si j'ai reçu, j'ai reprévenu, comme il dit Lafleur, et j'ai peut-être pas un match de l'andouille non plus, mais il y a quelques mois, quand Olivier a eu l'idée de ce cycle, il me dit Jean-Luc, tu pourrais faire la présentation. Et l'année dernière, j'avais fait la présentation du cycle sur la littérature. Ça avait consisté à 3 minutes de parole en introduction de la conférence de Jacques Darras. Je me suis dit que tout au fait, une présentation de 3 minutes, c'était quoi à me porter. Je n'avais pas bien compris que c'était une conférence complète qu'il fallait que je fasse. Et franchement, très franchement, je n'avais pas compris. Et donc, si j'ai reçu, j'aurais peut-être pas dit oui. Mais j'ai dit oui, et toi de trop terre. Et donc, c'est pour ça que j'aurais pas voulu, parce que c'est pour ça que j'ai aussi présenté la conférence en disant que c'est un impossible panorama. Et je crois que, sans prétention, quiconque s'y attellerait, c'est un impossible panorama. On n'en fera jamais le tour, ça ne pourra pas être exhaustif. Je vais oublier des mots, des noms, des individus, des troupes, des types de pièces, mais c'est pas possible. Il y a trop, c'est trop partout. Là pour le coup, et c'est parfois même en coulisses. On va revenir, mais le théâtre de Maurice Daumont, par exemple, n'est pas publié, donc je ne sais même pas combien il a écrit de pièces précisément.
Une petite minute en pensant très fort à Paul André. Paul André était un auteur belge, tournésien, de Blandin exactement, juste à côté de Tournai, qu'on a amené en terre mercredi matin, qui est décédé il y a tout juste une semaine, et qui a été quelqu'un de très important pour la langue picarde, pour le renouveau de la langue picarde, pour la poésie, la vraie, la bonne, la grande poésie en français et en picard. Il a été un ami, il a été aussi un auteur de théâtre. Il a écrit ne serait-ce qu'une seule pièce, Le Noir Fouan. Dont le texte est ici. Il a écrit cette pièce à la fin des années 1970. Elle a été publiée une dizaine d'années plus tard. C'était une des toutes premières pièces de théâtre contemporain, dramatique, qui se termine par une mort sur scène, un suicide, en coulisses bien sûr, on ne se suicide pas sur scène, mais cette manière de porter le drame en picard sur un pays, en l'occurrence le thème de la pièce Le Noir Fouan, c'est la taupe noire, hein, c'est ce veuf à qui on prend les derniers lambeaux de mémoire de sa femme, qui sont les pièces de terre qu'elle lui a transmis, et on lui prend, on lui vole, on lui arrache à la faveur de la construction d'une autoroute, et il ne peut pas supporter ce dernier instant de mémoire qui va s'en aller par la force d'un modernisme. Et donc Paul André nous a transmis, et cette pièce, nous avons eu le plaisir, avec Jacques qui est là, de l'accueillir à Saint-Riquier il y a plus de 25 ans. Cette pièce, elle a marqué aussi, comme beaucoup de choses qui se sont passées à Tournai à la fin des années 1970, elle a marqué un tournant dans la littérature picarde, et pour le coup, et c'est tout à fait à propos, dans le théâtre picard contemporain. Alors, je vais commencer la conférence par vous dire ce dont je ne vais pas parler. Ça fera gagner un petit peu de temps, ceci dit, on n'est pas couché. Non, je ne vais pas vous parler du théâtre du Moyen-Âge jusqu'à 1890. On va déjà élaguer quelques siècles. Ça existait, mais non, on va lâcher cette période-là, les dialogues de la Renaissance, et puis donc on va arriver dans le théâtre que j'appelle contemporain. Donc je vais vous parler du théâtre qui va de cette fin, d'après la guerre de 1870, vers 1890, on va commencer jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des choses qui s'attachent au théâtre, mais par jeu littéraire, comme par exemple des traductions très partielles de tirades connues comme le nez de Cyrano, ou le rêve, le songe d'Athalie, qui devient des fois en picard Shreve de Nathalie. Donc ça sont des jeux littéraires, ce ne sont pas faits pour... Enfin, ça peut être porté sur scène, bien sûr, tout peut être porté sur scène, mais donc c'est les uns ou les autres qui s'amusent, si je puis dire, à traduire, à réinterpréter. Et je ne parlerai pas non plus des pièces en français avec quelques morceaux de picard dedans, qui ne sont pas forcément plus vrais que les morceaux de fruits qu'on trouve dans certains yaourts. Donc il y a des pièces en français qui parsèment quelques ch pour faire croire qu'on parle un peu picard, ou pour situer une scène à Saint-Leu ou en Picardie. On va laisser ça, je ne méprise pas, mais j'essaie de concentrer le sujet sur le théâtre en picard, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait pas des personnages qui parlent français et d'autres picards dans la même pièce. On a eu quelques extraits dans ce registre-là. Et puis, la force des choses m'amène à centrer plus le propos sur le département de la Somme. Est-ce que c'est parce que je suis abuillois, que je viens souvent à Amiens? Est-ce que c'est parce que donc mon horizon culturel est essentiellement dans le département? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a très peu de production dans l'Aisne, dans l'Oise, ou au-delà de Tournai, je ne sais pas, j'y ai pas toujours accès. Dès que j'ai eu accès, je vous en ai fait part, alors que tout ce que j'ai pu rencontrer dans le département de la Somme, j'ai dû parfois élaguer et simplifier. Alors je laisserai aussi le soin aux autres conférenciers de parler des thèmes auxquels ils se sont attachés. On ne va quand même pas se marcher sur les plates-bandes. Donc Jacques Landrecy, le 15 mai, par ordre rétrograde, parlera ici même de Camille Dupetit, un auteur de l'Amiénois. Jean-Marie François, qu'on a vu plusieurs fois là, sur scène dans quelques-unes de ses créations, nous parlera justement le 27 mars de sa vie de 30 ans de théâtre.
Moi-même, j'interviendrai cette fois à Péronne, je dirais chez lui, chez Gustave Devraine, qui est décédé en 1958. J'interviendrai le 20 février pour parler de l'œuvre théâtrale importante, conséquent de Gustave Devraine. Et puis Françoise Rose, la maîtresse des lieux ici présente, nous parlera de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire de chez Caboton d'Amiens, Maurice Dumont, ici même. Le 30 janvier, ça sera la prochaine conférence. Donc, je vais vous dire ce dont je ne parlerai pas, donc il nous reste quelques pages à effeuiller. Et comme on est au théâtre d'animation Picard, à Almoison de chez Caboton d'Amiens, c'est un lieu important pour le théâtre aujourd'hui. C'est un lieu de lecture de texte, un lieu d'interprétation, un lieu de création. Il y aura prochainement une création de Jacques Varlet, on en parlait tout à l'heure à table, qui sera donnée ici en pièce de théâtre de Caboton, de marionnette. L'importance de la marionnette, je l'associe indissociablement, vraiment, au théâtre. Théâtre et théâtre de marionnettes ne font qu'un. Certaines pièces ont été jouées exclusivement par des marionnettes, mais d'autres l'ont été par des marionnettes et par des hommes de chair et des femmes, pour jouer Sandrine. Et donc c'est indissociable. Le même répertoire peut s'adresser à du théâtre ou à de la marionnette, donc c'est indissociable. Et être ici, c'est important parce que c'est aussi une source d'inspiration pour les auteurs. C'est aussi tout simplement des fois une source de prénoms. Comment appeler les personnages, comment les prénommer. C'est pratique. On a Lafleur, Sandrine, Choblez. Voilà, on a le trio. Et après, on les fait évoluer parfois même très différemment de ce qu'on a l'habitude de voir chez Caboton. Donc ça peut être une facilité pour un auteur. Et puis, c'est une inspiration. Donc, je vous listais comme ça quelques auteurs. Léon Godefroy, qui a écrit Schmariage de Lafleur. Frédéric Lemaire, sont des Amiénois de la région d'Amiens. Je vote de Lafleur. René de Souter, je vous en parlerai. La chanson de Lafleur. Jacques Labarrière, le Carquois, citoyen Lafleur. Jean-Jacques Nazonier, un Amiénois contemporain. Spécavi de Lafleur et puis Sandrine. Jacques Varlet, Cochon de Lafleur. Et puis, donc, la création qui est... le texte est là quelque part, c'est les îles, le titre des îles. Et puis moi-même, j'ai écrit aussi Stéphane à Lafleur, vous voyez que donc, personne n'est complètement indemne de donner dans la facilité d'inspiration. On est aussi rue Édouard David, et Édouard David, bien sûr, l'auteur amiénois, du renouveau de l'écriture à la fin du 19e et surtout donc dans le premier tiers du XXe siècle. C'est lui qui va fixer le prénom Sandrine. Avant, Sandrine pouvait s'appeler Catherine ou Clémence, enfin plusieurs prénoms, et puis même chez Édouard David, et puis un jour, ce sera Sandrine, et depuis, c'est toujours Sandrine. Et le premier texte écrit par Édouard David et publié 1891, c'est Bataille de Tchériu. Ça se passe à Quérieux. Lafleur et sa femme, qui ne s'appelle pas Sandrine à ce moment-là, mais qui s'appelle Catherine, habitent Quérieux, ils n'habitent pas Saint-Leu. Féderbe est en train de combattre les Prussiens. Choblez s'engage dans les forces françaises résistantes, l'envahisseur prussien. Et puis, l'argument est donc très patriotique. Lafleur rencontre Blaise, il lui demande ce qu'il fait là. Bon, tu t'engages, lui pas trop là, il vient de se marier, il pense plutôt à ça. Il veut aller à Amiens, mais il ne peut pas passer, les Prussiens barrent le passage. Donc il se retrouve avec, malgré lui, presque avec un fait d'armes. Voilà. Ils arrêtent des Prussiens. Et puis Choblez et Lafleur sont récompensés par Féderbe lui-même, qui arrive sur scène et qui remet une médaille de la Légion d'honneur à Lafleur. Et Lafleur repart avec le drapeau tricolore. C'est censé se passer en 1871, ça a été écrit en 91, 20 ans plus tard. On est aussi 20 ans avant la Première Guerre mondiale. Et donc, grâce à ce drapeau, Lafleur a du tissu, il va pouvoir revenir chez lui, voir Catherine, qui arrive d'ailleurs sur scène, et ils vont pouvoir faire un enfant, puisqu'ils ont un drap à lui mettre qui n'est autre que le drapeau rouge. Donc on est dans un élan très patriotique. Bien sûr, il y a des passages comiques, mais on est quand même sur un fond puissamment patriotique qui va perdurer jusqu'au moins la fin de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, on a une information quand même assez complète sur le prénom, le nom complet de Lafleur,
d'après David, parce qu'il a eu plusieurs noms, selon Domon, etc. Et là, il s'appelle Jean-Jacques Griot Lafleur, dit Lalamette Tapin-Sapette. Lalamette Tapin-Sapette, voilà, c'est son. Et donc, cette pièce, bon, qui est un peu comique quand même, parce qu'il y a quand même les premiers ressorts que David exploitera par la suite et d'autres sont présents, reste quand même une pièce vraiment marquée du saut du patriotisme de l'époque. Et l'ensemble de l'œuvre d'Édouard David a été étudié par Pierre Garnier, ça a été réédité, je crois, chez l'Aveugle Verte il n'y a pas très longtemps, avec donc une distinction entre le théâtre de David, en français, une pièce, et le théâtre en Picard, beaucoup plus joué, et le théâtre de marionnette. Alors j'ai découpé notre moment qu'on va passer ensemble en 10 actes, 10 scènes, 10 actes ça fait long, 5 c'est déjà pas mal, en 10 scènes. Première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que du théâtre? Qu'est-ce que c'est que du théâtre en Picard? Est-ce que c'est uniquement une pièce qui est écrite en tant que telle, pièce de théâtre? Voilà, c'est intitulé en Picard. Est-ce que c'est un texte littéraire, dialogué, et que certains vont reprendre en croyant que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est un texte qui est théâtralisé par une troupe, voire par un acteur seul, dans un monologue, comme on a vu Bonafé tout à l'heure interpréter Mousseron? Ça commence où, ça s'arrête où? J'ai une anecdote personnelle qui s'est passée ici. En 98, j'avais écrit un texte qui s'appelle Geneviève. C'est un long monologue. Pour moi, quand je l'écris, c'est un long monologue intérieur. C'est une pensée. C'est une femme de maison. Ça se passe à Amiens, en Henri-Ville. Elle a été bonne toute sa vie. Sa patronne vient de mourir. Elle est devant le cercueil. Et son patron, qui était assez humain avec elle, lui faisait même faire des commissions en douce de sa femme, lui donnait un peu d'argent pour aller acheter un peu de chocolat, et puis elle avait le droit de garder la monnaie pour avoir un peu de vie. En s'engageant au service de cette dame, elle était sans avenir. Il était interdit d'avoir un enfant, il était interdit d'avoir une vie, tout simplement. Et puis sa patronne vient de mourir, elle est devant le cercueil, et puis elle lâche tout ce qu'elle a emmagasiné. Voilà, ça c'est ce que j'avais écrit. Et puis, à la faveur du colloque sur les langues collatérales, Jean-Michel Éloi demande à Françoise Rose, ils sont présents là, je crois tout le monde, de jouer la pièce. Parce que pour Jean-Michel, qui lit la pièce, enfin qui lit mon texte, c'est une pièce. Et Françoise, qui est comédienne, elle joue la pièce. Et je suis dans la salle et j'ai vu une pièce de théâtre que je n'avais pas écrite. Objectivement, j'avais écrit autre chose, et pour moi, maintenant, c'est devenu une pièce de théâtre. Je ne le vois plus autrement, et j'ai même eu Françoise m'a fait la gentillesse de la rejouer, donc ça a été joué plusieurs fois. Voilà. Et donc, j'avais pas écrit une pièce de théâtre, hein, et c'en était. Les monologues de Pierre Rivard, par exemple, amiénois, quand il écrit à Berck, et je le revois ici, sur cette scène-là, à la même occasion du colloque des langues latérales, en train de dire un texte, pour le coup, long, mis en scène, par lui-même, déclamé. C'était pas du conte, c'était du théâtre, c'était interprété. Et il y avait des gens dans la salle qui, pour le coup, étaient une petite minorité de Picards et une grande majorité de non-Picards, qui sur le cul, quoi. On recule, quoi. Le texte avance et on recule. Voilà. Donc il y a une théâtralisation, il y a une dramatisation du texte. Ça peut commencer là, le théâtre, et le théâtre en Picard. Et en particulier, vous parlez tout à l'heure d'un personnage qui a beaucoup travaillé au XIXe siècle sur le monologue. Une autre surprise, plus récente, celle-là, c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est à Jacques Dulphy. Je pense que vous savez, la plupart d'entre vous, Jacques écrit tous les dimanches les dialogues dans le Courrier Picard, la chronique, Jdure et puis Schmo. Jacques écrit ça depuis 10 ans. Ça paraît la petite semaine, et puis voilà, ça parle de l'actualité, et puis ça s'évapore dans la plupart des têtes des lecteurs. Et puis, il y a 2 ans, Jean-Marie Thomas, Jean-Michel Ansart, 2 Vimosiens, s'accaparent les textes de Jacques Dulphy à son insu. Ils les mettent en scène, ils les disent en public.
dans l'Oise, dans la Somme, au festival chez Webb. Ils l'ont encore fait. Alors là, c'est le compte, c'est que j'avais préparé quand même, un moment, je bosse là-dessus. Voilà, Courrier Picard, 25 novembre. Hein, voilà, en serre, Thomas, en train de dire, je dure, et puis Chemot, je sais plus où, pour le Téléthon, dimanche dernier, à Hainneville. Jacques n'a jamais écrit de pièce de théâtre, pour en avoir causé avec lui, il n'a jamais mis de décor, il n'a jamais mis de caractère physique sur ses personnages, jusqu'à la publication des bouquins au mois de juin dernier, où là c'est Jean-Bernard Roussel qui a, ensemble, Jacques et Jean-Bernard Roussel, ont mis un décor, des grandeurs, des hauteurs de clocher, et puis des ambiances de village, et puis voir une mise en situation des dialogues de Jacques, mais pas une mise en scène. Et pourtant, il y a des zigotos, et il n'y a pas que ces deux-là. Il y a aussi une dame de Yokour Bussu, maintenant, qui interprète Thérèse Dorémus, qui interprète les textes de Jdur et puis Chemot. Voilà. Il y a 500-600 dialogues qui existent, donc autant de sketchs possibles. À partir de là, en les mettant bout à bout, on peut peut-être arriver, je ne sais pas quoi, enfin bon, à vivre aux amateurs. Des surprises, on peut en fabriquer aussi. Quant à la Libération, 1949 à peu près, Gaston Vasseur écrit le conte Jean de l'Ours. Il n'imagine pas que 20 ans après son décès, Schlancheron va monter le conte sur scène avec 7 acteurs, un musicien et une succession de 7 monologues qui reprennent le texte du conte, qui le mettent en musique, qui le mettent véritablement en relief, puisqu'il y a des gens sur scène, des gens dans la salle, tout un jeu, pour le coup, très, très mis en scène. Donc un texte qui n'a pas du tout été dévoyé dans son contenu, mais dans la manière de le donner en public, qui ne relève pas du conte du conteur, mais qui relève véritablement du théâtre. Quand Françoise Rose et Jacques Auvet et leurs compères montent les spectacles Picardisaille à la fin des années 70, tout au long des années 1980, il y a une affiche qui se promène là, Picardisaille 1, Picardisaille 2, Picardisaille 3, et surtout la troisième mouture, c'est ce qui n'enlève rien aux deux précédents. Jeu théâtral, présence de marionnettes, je me souviens d'une marionnette qui a un petit cochon, c'était pas la fleur, hein, c'était une marionnette, Castelet, et lecture de textes écrits par des auteurs sur une thématique, en l'occurrence le cochon. On est devant une pièce de théâtre, éventuellement de marionnettes, on est sur une pièce de théâtre. Les textes au départ n'étaient pas des textes dramatiques, ils le deviennent par le travail des acteurs. Quand en 1952, à Canda, au Cando, dans le Nord amiénois, la troupe de théâtre locale, il y a eu énormément de troupes qui se sont créées avant-guerre, qui se sont reconstituées ou qui se sont créées après-guerre. La troupe de théâtre locale, autour de Michel Brice, imagine un scénario d'une pièce de théâtre qui est en fait un film et que l'instituteur va filmer. Le jeu des acteurs est très théâtral, est très forcé, et ce d'autant plus que le cinéma est muet, et que quand il y a une projection publique, les acteurs sont sous la scène et disent le texte. Donc il y a le texte qui est fixé sur une pellicule, et puis le texte qui est dit, et il y a un petit peu moins de 10 ans, le film est retrouvé, il est restauré, et les acteurs d'époque, ou leurs enfants quand ils étaient décédés, et il se trouve que donc ils ont pu comme ça reconstituer la troupe, réinterprètent, enregistrent le texte qui avait été dit donc 40 ans plus tôt. On est entre le théâtre et le cinéma, mais on est quand même beaucoup plus proche du théâtre, parce que, ou alors c'est à considérer qu'en Picard on aurait un film muet, c'est quand même le comble du cinéma, c'est quand même d'avoir du cinéma muet en Picard. On a la même chose un an plus tôt, en 1951, Fréville-Escarbotin, une troupe de théâtre autour de Sèche-Caron, qui imagine tout un scénario, Une journée à mer, le film est édité maintenant, et là c'est un film sonore pour le coup, avec un très long monologue, un quasi-monologue qui est en arrière-plan dans le découpage des scènes. Donc c'est tout le problème de savoir où commence, où véritablement, et chacun de nous peut mettre son critère à des endroits un petit peu différents, sur la question de savoir où commence le théâtre. Le théâtre, au sens littéraire,
C'est une langue, quand elle est écrite, hein, à un moment il faut quand même passer à l'écrit, même quand c'est de l'improvisation, il y a un moment on fixe. C'est une langue qui est très proche, qui se veut même le plus souvent être la langue parlée. Le but du théâtre, c'est le dialogue, monologue, dialogue, etc. Et même, je me demande si quand on dit on dans la rue, quand on voit sur certains ouvrages à vocation plus dialectologique, le parler picard, je me demande si le théâtre, la scène, n'a pas un rôle un petit peu dans cette manière de dire le parler picard. On a à peu près le même phénomène que la bande dessinée. La bande dessinée, dans les bulles, on a un dialogue qui est quasiment le dialogue qu'on pourrait entendre. C'est un genre littéraire très peu étudié, le théâtre, en picard. Chez Debry, dans le panorama d'Hélène Picard, qui est là, en 1977, il y a 6 pages. 6 pages sur un bon paquet, hein, il y a quand même plus de 120, qui essentiellement résume le collectage des pièces qui ont été publiées dans les almanachs, j'en parlais tout à l'heure, les almanachs amiénois du département de la Somme. D'ailleurs, il y a même une assez longue introduction, un peu floue. Il parle par exemple d'un auteur de Roubaix, Charles Baudard-Timal, que les Lillois connaissent bien, sans précision. Il a écrit des pièces, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Alors que moi, je me suis informé auprès de l'association Touty Simons, qui a écrit sur Baudard-Timal, et il précise qu'il a écrit 7 opérettes, l'air de rien, 7. Mais on ne sait pas si c'est en français ou en picard. C'est pas édité. Moi, j'ai le bouquin Évocation de Baudard-Timal, qui est tout en picard. Il n'y a pas du tout allusion à des opérettes ou quoi que ce soit. Il a écrit de très nombreuses chansons en français, en picard, qui étaient éditées sous forme de petits formats. 200, je crois, à peu près. Est-ce que les opérettes étaient une succession de chansons? Je ne sais pas. En tout cas, Debry ne dit rien. Il mentionne qu'il y a un auteur. Voilà. C'est déjà, ces 6 pages-là, c'est pas véritablement une étude, c'est un descriptif comme ça. Bon, maintenant, on est 30 ans plus tard, on a le temps peut-être d'avancer un petit peu. Mais l'inventaire est loin d'être complet. Même chose dans La forêt invisible, hein, l'ouvrage coordonné par Jacques Darras. Le genre est mentionné, mais il n'est pas distingué en tant que tel, alors que la bande dessinée, elle a sa place. Il y a donc il n'y a pas de travail de base sur le théâtre en picard. Alors j'inaugure, et un peu chantier. Et puis, on a des genres comme la fable, par exemple la BD. Bon, j'avais bossé sur la fable aussi. Là, il y avait un premier travail de base, et puis je dirais on peut le compléter, on peut éventuellement rectifier, on peut véritablement avancer. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que quand je me suis intéressé à la BD, quand je me suis intéressé à la fable, systématiquement, et si je vous posais la question, je suis certain que vous répondriez ça, la fable en picard, La Fontaine. Voilà, traduction d'après La Fontaine. La BD, Astérix, Tintin. Voilà. Vous savez peut-être qu'il y a d'autres BD, mais Astérix, Tintin, ça meurt. La traduction. Théâtre, pas de traduction. Pas de traduction. C'est toujours un théâtre original, à quelques rarissimes exceptions. Et ça veut bien dire que c'est quand même là, ça émane de la Picardie, le théâtre en picard. On ne va pas puiser son inspiration ailleurs, on va la puiser très près de chez soi. Et on va retrouver ça dans les décors, dans un certain nombre de thèmes qui seront abordés. On a malgré tout des œuvres inspirées d'après certains auteurs, et je pense que assez objectivement celui qui est un contemporain, qui est le plus marqué par aller puiser son inspiration ailleurs, c'est Jean-Marie François, qui s'inspire de Beckett, il revendique tout à fait, Giono, Sartre, Pinter, Diderot, donc il a été puisé dans des auteurs connus par ailleurs, une inspiration pour la mettre à la sauce picarde, comme aurait dit Michel Fouquet. Il y a une traduction, oui, mais de manière incontournable, il y a un zeste de comique qui est présent. On ne peut pas, apparemment, encore, faire du théâtre qui ne soit pas proche de l'attente du public. Il faut qu'il y ait un moment de détente, de comique, voire de pousser même un peu plus loin le comique pour arriver dans des choses beaucoup plus grivoises. Même quand on s'inspire de Diderot.
ou d'autres. Il y a quand même des traductions. Là, pour le coup, c'est assez spécial, parce que c'est Pierre Ivard qui a traduit Emmanuel Tonetti. Emmanuel Tonetti, c'est un Vimosien qui habite à Vironchot maintenant, qui a été enseignant à Crécy-en-Ponthieu. Et puis Pierre Ivard était également au collège de Crécy-en-Ponthieu. Ils ont fait connaissance. Crécy, la bataille, 1346, une pièce de théâtre, la bataille de Crécy, le meunier de Crécy, ça s'appelle en français. Et puis Pierre Ivard, avec son collègue, il prend la pièce et puis il la met en picard. Chevalier de Quercy. Il se trouve que la pièce en français n'a pas été jouée, mais que la pièce en picard a été jouée par plusieurs troupes. Et là, pour le coup, on a une traduction. Voilà, français-picard. Mais on n'est pas une traduction d'un auteur classique ou antique. Hein. On est sur un auteur local et contemporain. On a Christiane Roer, qui est Mémesli dans le Vimeux, qui a adapté La Petite Poule Rouge de Sarah Cohn-Briand pour enfants, piécette pour enfants, une scénette. Mais donc on n'a pas Brecht ou Ionesco en picard. Hein. Enfin, vous pouvez me démentir, hein. Je suis très loin d'avoir tout rencontré. On n'a pas non plus Shakespeare ou Corneille. Hein. Je veux dire, on n'a pas tout ça. Alors qu'on a Tintin et Astérix. Alors je signale quand même la prouesse, parce que bien souvent, quand on parle de traduction, on dit « Ah oui, mais il y a Jean-Noël Carion à Hameur. » Hameur, c'est un village tout près de Fourmies, tout près de la frontière belge, tout à l'est du département du Nord. On a Jean-Noël Carion qui a écrit Alcite en 1958, qui a été publié en 1991, en changeant un tout petit peu le titre, c'était Alcide, voilà, c'est publié par Equitra, ici à Amiens. Alors ça a été plus connu chez les Wallons, parce que la Nord, c'est quand même tout près de Picard-Gorin, Picard qui est très proche du Wallon, en 1958. Et puis, voilà, c'est repris, et c'est une prouesse, hein, parce que là, on a le découpage, idem la version originale du Cid, on a le découpage, on a les scènes, etc. C'est en vers. Voilà, c'est en vers. Donc, on est dans la traduction. Ben non, on n'est pas dans la traduction, parce que les noms des personnages, hormis le Cid qui devient Alcide, tous les noms sont changés. Donc là, j'ai Ursule, Philomène, voilà, le dialogue entre Ursule et Philomène, Zelmire, bon, pas loin d'Elmire, mais voilà, donc on a Zante, hein, voilà, des prénoms qu'on a l'habitude de rencontrer en théâtre, Piquet. On a une action qui est complètement resituée dans le milieu du XXe siècle, très moderne, avec donc une allégorie à la manière d'eux, avec tout y est, hein, les césures, tout y est, mais c'est pas une traduction de Corneille. Et dans le même genre, puisque je parlais tout à l'heure de la BD, les veillées patoisantes de Wascal, dans la banlieue lilloise, ont joué sur scène une parodie. Alors c'était revendiqué en tant que tel, une parodie du Cid, ça s'appelait Cid, donc sur un texte d'André Gissel, ou Gissel, et qui a, donc pour être pérennisé, ça c'était il y a une bonne vingtaine d'années, pour être pérennisé, ça a été publié en BD. Donc là on a le texte, hein, ce sont des Alexandrins Piquet, qui sont là aussi, les personnages dans le comique, dans les anachronismes les plus fantastiques, hein. Il y a des avions qui passent, il y a tout, donc là, genre, Corneille il n'y est plus, mais c'est fait exprès, et donc ça a été publié avec des dessins de Georges Potier. Donc il y a des rapports BD, théâtre, il y en a d'autres, hein, on a vu là tout à l'heure une BD de Jean-Bernard Rousset qui a été mis sur scène par des élèves de Froissy dans l'Oise. Donc il y a des rapports. Toujours dans le domaine rapport BD-théâtre, en Belgique, au moment de un petit peu après la sortie du premier Tintin en Picard, les Pinderlots de Castafiore, la troupe du cabaret wallon tournésien, qui sont nombreux, hommes et femmes, parce que sur scène parfois il n'y a que les hommes, mais les hommes et femmes, ont donné, ça n'a pas été fait en direct, ça a été enregistré, l'intégralité de l'album des Pinderlots de Castafiore à la radio, à la TBF de Mons. C'était donné une seule fois pour des raisons de droit d'auteur faramineux exigés par les héritiers d'Hergé, et avec bruitage, enfin vraiment une mise en scène théâtrale comme on peut entendre encore du
du théâtre, par exemple à France Culture, on entend assez régulièrement du théâtre radiophonique, comme on pouvait en entendre il y a quelques années un peu plus souvent. Et donc ça a été donné aussi. Et avec Jacques, quand on avait traduit, donc l'année dernière, il y a 18 mois, quand on a sorti Ch'cailleux d'étoiles, on a refait avec Jacques et Delphine une lecture de Ch'cailleux d'étoiles, comme ça, une seule fois aussi, pour les mêmes raisons. Et puis, ça nous est arrivé aussi, que ce soit à l'Indoson seul d'ailleurs, ou à Jacques et moi, de faire des lectures avec bruitage, avec un certain nombre d'astuces, on va dire, sonores, de bande dessinée à partir d'Astérix. Donc on est entre la BD et sa représentation en public, orale. On n'est pas dans le théâtre, bien entendu, mais je veux dire qu'il y a quand même des rapports, des glissements qui se font. Donc, en résumé de ce que je viens de vous dire, en Picard, en théâtre, en Picard, la création originale domine largement, quasi à 100%. Alors qu'est-ce qu'on a en préparant ce genre de conférence, ce genre d'entretien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que conférence ça fait quand même un mot imbléu, on part avec pas des préjugés, j'ai mes idées, et puis je vois, je n'essaie pas de prouver mes idées dans ce que je dis, au contraire, plutôt je cherchais à être un peu contrarié dans mes idées, puis à les amender. Et puis, comme d'autres, parce que j'en parlais un petit peu quand même avant de me lancer, le théâtre Picard, c'est le décor classique, l'intérieur Picard, rural, la cheminée, la grande cheminée Picard de Ch'cadeau, un horloge, un croisé, un port, un table, trucaillel, et puis voilà, on a planté le décor. Voilà. Donc je suis un peu cette idée-là, puis dans du montage, quand même, 25 pièces de théâtre, il n'y a pas beaucoup de... Vous allez dire, oui, il a fait exprès, il les a pas mis. Non, j'ai pris ce qu'il j'avais. Dans les 30 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de décors comme ça qui ont été créés. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été joués, ils ont été joués aussi. Mais dans les créations, non, c'est pas quelque chose qui prédomine. Et puis on va dire, oui, tout ça c'est vieillot, le Picard il est cantonné dans un siècle absolument révolu. Alors je vais vous lire quelque chose, 1898, il y a 110 ans, on est à Tournai. Arthur Espel, c'est le nom de l'auteur, il écrit une pièce qui s'appelle Louise, et il donne, en Picard, s'il vous plaît, les indications pour la mise en scène. El théâtre représente un intérieur rustique, au fond, au mi-temps, une grande fermiette, laissant vire une église, et au-delà du mur de la cour, alors que c'est côté cour et côté jardin, c'est ça. Et au-delà du mur de la cour, un pan copé court, le porte d'entrée, premier plan court, un cheminée, premier plan et deuxième plan gardin, porte, et au fond, côté gardin, un armoire, un table côté court, des cahiers perchis par là, des grands rideaux alferniers, sur le table brûle une lampe à huile grasse. Oui, mais en 1898, il y a peu de chances qu'il y ait l'électricité. C'est moderne, c'est contemporain en tout cas. On est en plein dans le moment. Et l'ensemble des pièces qui ont été créées, quand on regarde leur date de création, le décor est contemporain de la date de création. Sauf si on est dans un théâtre d'anticipation, ce qui existe aussi en Picard. On n'est jamais dans un théâtre. Aujourd'hui, on n'écrit pas, ou alors, contredisez-moi, puis j'accepte, on n'écrit pas une pièce de théâtre qui se passe dans ce décor-là, sauf si on veut qu'elle se passe dans un milieu rural, rustique et ancien, parce que ça aura une relation, on va amener Internet et la DSL à Fourdrinois, et puis les gens, ils n'ont pas encore l'électricité, admettons, ils s'échauffent encore au point, admettons, alors là, c'est la volonté de l'auteur, mais on écrit dans un décor très contemporain. Et ce décor, il a quand même perduré, parce que l'électricité, elle n'est pas arrivée partout. Oui, à la Neuville-Vaux, avant la guerre 14, chez le père de Phileas Lebègue, quand il était maire de la Neuville-Vaux, mais l'électricité n'est pas arrivée partout le même jour, de loin, la DSL non plus d'ailleurs. Et les auteurs, jusqu'aux années 1950, les plus anciens, ceux qui se souviennent simplement de leur jeunesse, il n'y avait pas des tracteurs, il y avait encore des chevaux pour livrer le pain en 1970. Je veux dire, c'était des choses que j'ai vécues. Donc je veux dire, ça ne me semble pas être non plus l'archaïsme complet, mais oui, t'as fait. Quand ma grand-père il est chez toi une méchante lampe de 40 watts allumée, il se privait de lumière pendant 3 jours, parce que si Choca elle avait été allumée per nuit, chez toi une catastrophe. Donc je disais, ça coûtait très cher, et c'était pas gagné, c'était du 110 volts. Donc le décor,
il a été beaucoup exploité dans un théâtre qui va être cantonné en gros avant 1960, à tel point que dans des salles des fêtes dans le département de la Somme, et pour en avoir sillonné quelques centaines, on rencontre des décors, on rencontrait, je ne sais pas s'ils y sont encore, je n'ai pas été vérifié quand même, on rencontrait des décors, alors on est pré-emballés, la cheminée, l'horloge peinte, et puis même la traite picarde dans un coin, voire même la vraie traite picarde. Je me souviens, à Warlus, côté des Rennes, il y avait une vraie traite qu'elle servait quand il fallait faire du théâtre. Bon, donc ce théâtre était prêt parce que les troupes locales, d'une année sur l'autre, elles rejouaient dans le même théâtre, dans le même décor, un théâtre qui pouvait mettre une pièce différente, mais elles en avaient besoin, jusqu'au moment où bien la télévision est arrivée, on a arrêté de jouer du théâtre, ou bien on a joué autre chose, et puis je décore, il en jouait le monde, et puis on mettait une autre toile par-dessus. Mais c'était moderne, c'était contemporain. Ce qui n'est pas moderne, c'est aujourd'hui de jouer dans ce décor-là. On a le droit, bien sûr, je n'interdis personne. Je ne dis pas que c'est pas bien, que c'est pas intéressant. Je dis c'est ça qui n'est pas moderne, c'est de reprendre du répertoire ancien, puis de le conserver tel que. Et il y a de la création en Picard. On a même, à des moments, j'ai amené ça, alors ça c'est La Vaclette, c'est un journal qui a été publié à Lille. Alors c'est pas l'intégrale, c'est quelques exemplaires reliés. Et dans La Vaclette, on est avant la guerre 14. Toutes les semaines, c'est un hebdo. C'est pas le premier, c'est le deuxième hebdo en Picard. Le premier, c'est l'hebdo de Watteau. Il y a un feuilleton. Et le feuilleton peut être une pièce de théâtre. Assez fréquemment, c'est une pièce de théâtre. 3 fois sur 4. Sinon, c'est un feuilleton. Et ce théâtre, je ne sais pas s'il a été joué, il est écrit par des gens qui font partie du Caveau lillois, qui est une compagnie qui existait déjà. Et par exemple, là-dedans, il y a une pièce qui s'appelle Rikiki le Ratier, c'est un ouvrier lillois, il a joué au loto, il a gagné, puis il se retrouve dans un intérieur bourgeois. Donc, on n'a pas systématiquement écrit dans un intérieur ouvrier ou rural. On a d'autres décors encore, je vais vous citer des décors qui existent dans le théâtre Picard. Chez Alphonse Pasquier, qui était de Cerisy-Gailly, on a un décor qui est un carrefour rural, dans le Santerre, c'est quasiment Hitchcockien. Deux routes qui se croisent, il n'y a rien, si ce n'est des personnages qui attendent un autocar. Alors, c'est Hitchcock, en plein dedans. Et le dialogue, le comble, c'est que le dialogue, c'est du Raymond DeVos. Parce qu'ils vont à Quai, la ville de Quai, Tché. Alors on est à Tché, d'âge Santerre, donc il n'y a pas Dieu. Vous voyez un peu. Donc on peut aller dans ce registre-là. C'est pas très long, c'est une scène qui n'est pas très longue, elle fait 2 pages tapées serrées. Ça se joue, ça a été joué. Voilà, on peut jouer donc un décor hitchcockien avec des dialogues à la Raymond DeVos en Picard de Cerisy-Gailly, pour information. Une caisse de supermarché, on l'a vu tout à l'heure, à Tchécheltour, une création collective de Schlancheron. Toujours Alphonse Pasquier, c'est marrant parce que c'est quelqu'un de très cantonné quand même dans son village et alentour, et puis qui fait une pièce qui s'appelle Touc ma fouaisant, c'est 2 femmes qui marchent le long d'une rue, d'un chemin rural, pas d'une rue de village, un chemin rural, puis elles causent, Touc ma fouaisant, elles causent, elles ont quelque chose à se dire. À la fin, ski. Alors, un théâtre un peu immatériel. Des champs de bataille. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'Édouard David, ou avec Bataille de Tchériu, de Pierre Rivard, qui a traduit le Cheminier de Quercy, Jacques Dulphy, qui a écrit Malva, là, donc, on remonte encore dans le temps, puisque là on est au moment de l'invasion des Normands en 881 et un petit peu après. Donc je dis, nos champs de bataille, ça peut exister aussi, quand même assez loin de l'intérieur rural. La salle de mairie, la gendarmerie, la salle d'attente de médecins, c'est une troupe d'épelites qui joue ça en ce moment, l'enfer, le palais princier, un banc, alors, décor néant, un banc, l'été Saint-Firmin d'Armel de Poigny, c'est un banc, décor. La plage, Croix-Dur à vacances, de Jean-Marie François, sur la plage. Il faut mettre le décor derrière. La courée, lilloise, le grenier, alors vous allez dire, oui, mais ça c'est dans la maison. Oui, mais bon, on n'est pas dans la pièce principale. L'atelier, le couloir, ou alors l'extérieur nuit, la dernière pièce qu'on a vue, la Rindy-Rando, extérieur nuit, banlieue, un peu couteau à cran d'arrêt quand même, dans l'ambiance. Mais on a aussi une leçon d'astronomie de Voissel qui était d'où l'année. Et donc, c'est une leçon d'astronomie, c'est la nuit en plein air. Et donc, une lunette d'approche. Donc, il y a des décors comme ça qui sont moins
moins attendu. Et ce qui ressort du décor, tel que je vous le disais tout à l'heure dans Louise, c'est ce décor-là, l'intérieur Picard. Il rassure. Il rassure tout le monde. Il rassure les acteurs, parce que la plupart du temps, on va voir, c'est des acteurs amateurs. Pour ça, ils connaissent. Anne Cayenne, on sait que ça se dit Anne Cayenne ou Anne Cayenne. Voilà. Ça rassure le spectateur. Quand il ouvre, c'est ça qu'il vient voir. Quand il vient voir autre chose, quand il vient voir des pièces qui se passent en extérieur nuit ou qui se passent dans l'enfer, il met un moment avant de comprendre. D'ailleurs, quand on va voir du théâtre en français, des fois, on a du mal à saisir si c'est pas du Molière, si c'est pas des choses qui sont bien répandues, mais ce sont des auteurs plus modernes, moins souvent étudiés en classe ou en attendant Godot, ça en a désarmé plus d'un. La cantatrice Chauve, ça se joue depuis 50 ans, mais ça en désarme toujours plus d'un. Hein. Et donc, ce décor Picard, ce décor d'intérieur Picard rassure tout le monde. Il rassure aussi le correspondant de presse, il fait sa photo, il est tranquille, il sait de quoi il va parler. La réalité, hein, je vous dirais. Et puis, ça rassure, je vais dire, le metteur en scène, on va voir qui est-ce qu'on pourra mettre derrière ce titre-là, mais ça rassure la mise en scène. On sait, Škado il est tout près de Chocminé, je porte au Tchèque qui va rentrer, puis au sait Clutch et là qu'on va chez cabinet, hein, dans les chambres, donc là on sait tout un cas se passe. Tout le monde est rassuré, la mise en scène est rassurante, les acteurs sont rassurés, les spectateurs, tout le monde, on ouvre le rideau pour peu qu'il y en ait un, et puis tout le monde est déjà dans la même ambiance, et ça c'est très rassurant. Tout autre décor désarçonne. Je crois même avoir entendu Jean-Marie François dire une fois que si on était dans un autre décor, et il y avait une marche supplémentaire à franchir, et pour l'avoir vécu quand on a fait du théâtre pendant une vingtaine d'années avec Jacques et les autres, c'est vrai que on est des fois, c'est sûr, quand on arrive habillé en viking et puis qu'on commence à dire un texte sur l'amitié entre les peuples, faut s'accrocher. Souvent le premier monologue, je le faisais et je sais de quoi que je parle. Après les décors, les genres théâtraux. Alors j'ai ouvert un dico, une encyclopédie, et puis j'ai regardé les genres théâtraux, puis je me suis dit, tiens, est-ce que tout ça, ça existe en Picard? Quand on est dans le décor qu'on va dire classique, Picard, quotidien, ça implique pratiquement une scène quotidienne. Papa, maman, la fille amoureuse, l'amoureux caché dans l'horloge, voilà. Hein, ça peut être ça, on peut imaginer tout à fait autre chose, hein, mais voilà, c'est une scène quotidienne, le voisin qui arrive, le pot au lait qui se pose, ou bien je dis qu'il a bu un coup de trop, ça on s'y attend. Hein, si on est dans ce décor-là. C'est même un moment pittoresque de la vie de l'auteur qui a pu déclencher l'écriture de la pièce. Je pense, j'ai pas connu Devragne, il est mort l'année que je suis né. Il y a un peu moyen. Mais je pense que la plupart des pièces de Devragne, il en a écrit une douzaine, sont liées à des moments qu'il a vécu. Il était vétérinaire, je reparlerai plus amplement au mois de février. Il allait dans les fermes et il entendait Gudule et Sidonie. Et bien sûr qu'il ne s'appelait pas comme ça, puis lui il les a transposés dans Gudule et Sidonie. Donc ces moments de déclenchement dans cet univers-là, rural de 1919, 20, 25, déclenchait l'écriture de la pièce. Et systématiquement, parce que c'est un moment déclencheur, c'est un moment qui a fait rire, qui a fait sourire, qui a fait se moquer, qui a fait réagir, on va écrire sur un registre de la farce, de la comédie, de la bouffonnerie, de la bouffonnerie, de la pantomime même aussi, très facilement. Alors, dire que la pièce sera bonne, c'est une autre affaire, mais on va partir sur ce registre-là. Parce qu'il y a la chute, on a trouvé la chute, après on va construire l'histoire qui va amener la chute, par exemple. C'est aussi ce que le public attend. Et les autres décors n'impliquent pas forcément une inspiration patoise, une inspiration picarde, rustre. Si je reprends par exemple le thème patriotique d'Édouard David, champ de bataille, voilà, il y a un discours. Manifestement, premier texte d'Édouard David quand même, hein. Il a écrit après Maillette et tout ça, mais discours, et pas sur de la légende, hein. Discours patriotique. Hein, voilà. Le jeune, qui a une vingtaine d'années, il écrit ça, hein, donc il est sorti des hussards de la République. On a la même chose chez Louis Servat à Issy-sur-Loire. Hein. Quand Louis Servat écrit, publié en 1916, c'est l'édition de 1916,
Ulmuche, scénette en panois picard, qui a été publié et vendu au profit de la Croix-Rouge. Ulmuche, il y a un ressort comique dedans, je vous dis. Mais c'est pas rigolo du tout. Ulmuche, on est dans un intérieur picard. Forcément, en 1916, on risque pas d'être dans un HLM à Étouville. Un couple revient dans sa maison parce que le village vient d'être libéré de l'occupation prussienne. Le couple revient et avant de partir, ils avaient muché leur magot. Ils reviennent, elle demande d'aller chercher le magot, c'est la seule chose qui sort parce que la maison n'a pas été pillée. Donc, mais c'est la seule chose qui compte. Il va chercher le magot, il n'y a plus de magot. Et la vieille voisine, elle est restée dans le village. Donc elle est venue s'occuper un petit peu de la maison, vérifier qu'il la rencontre. Puis il l'accuse d'avoir pris le magot, de l'avoir trouvé. Et puis, le ressort comique, c'est que c'est pas elle qui l'a pris. C'est lui qui s'est trompé en allant le cacher. Il a oublié de le cacher, ce qui fait que ce magot est resté dans ce placard. Il a ouvert la porte pour le prendre. Et personne ne l'a pris. Et donc, voilà, c'est tout le ressort comique. Ça va pas plus loin que ça. Hein. Forcément, là, je l'ai fait bref, mais c'est un petit peu détaillé dans le dialogue. Et quand la vieille voisine revient, elle est repartie, elle revient, on ne peut plus l'accuser, on a retrouvé le magot, et on lui dit. Et qu'est-ce qu'elle dit, la vieille voisine? Parce qu'on a de l'argent, mais 1916, il n'y a pas grand-chose à manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, le magot, le peu de sous qu'il a, il faut acheter des bons d'emprunt national pour gagner la guerre. Voilà, on est encore dans le ressort patriotique. Et uniquement là-dedans, bien qu'on soit dans un intérieur picard. Donc il y a un grand contraste entre l'idée que je me faisais, qu'on peut se faire sur le théâtre et ce décor, et puis la scène écrite pendant la guerre 14. Simons, le Lillois. Le théâtre de Simons, on a vu deux pièces, une où il jouait. Alors c'était pas avec Lynn Dariel, il n'y a pas d'image avec Lynn Dariel, c'est avec Lise Parcy, celle qui lui a succédé dans la fin des années 50. Les images qu'on a vues, le petit cas est mort. Et puis après, on a vu le théâtre Petrouchka qui jouait Ouvrage et 1er mai, le tout début de la pièce. Simons, voilà, comique, Alphonse Zuma, le cahier à l'horloge, et vas-y. Simons, je vais vous redonner le détail tout à l'heure, il a écrit une pièce en 1938 qui se situe 20 ans avant, en 1918. Qui se situe en zone occupée par les Prussiens, par les Boches, le mot. On est à la veille de la Deuxième Guerre. En 1938, ça commence ça siffle pas encore aux oreilles, mais ça commence à chauffer. La pièce de Simons, elle a rien d'amusant. C'est un couple, en 1918, en zone occupée, qui a rien à manger, qui a froid, et qui attend. Et on frappe à la porte. Alors, ils attendent. Et puis, il n'y a plus que le chat. Et lui, il regarde le chat. Puis elle dit, non, pas le chat. Pas le chat, parce que c'est le seul souvenir qui les rattache à leur fils qui est parti à la guerre dont ils n'ont aucune nouvelle. Là, au moment où ça peut devenir un peu poli, ça l'est. Ils attendent, on frappe à la porte, l'instituteur qui parle français arrive, leur donne un pigeon, voyageur, avec une bague, avec un message, il faut qu'il aille de l'autre côté des lignes, pour transmettre un message de résistance. L'instituteur s'en va, ils restent tous les deux. C'est Alphonse et Zuma, c'est les mêmes personnes. Ils restent tous les deux. Et puis, c'est pas le chat, c'est le pigeon. Mais non, il leur reste un bol de riz. C'est ça, leur repas pour deux, c'est un bol de riz. Et, après des détours très, très simples, ils vont donner le riz à manger aux pigeons. Et eux, ils n'auront rien à manger pour que le pigeon aille porter le message, pour qu'il ait des chances de passer par-dessus les lignes ennemies pour pouvoir les libérer. C'est pas le comique, là. Et cette pièce-là de Simon, je ne suis pas persuadé qu'elle soit jouée très souvent. Je suis même persuadé qu'elle ne l'ait jamais jouée. Qu'elle n'ait plus. Elle a été créée et jouée en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre, pour rappeler ce qui s'était passé 20 ans plus tôt. C'est ça aussi le théâtre picard, en création. La pantalonnade, elle est loin. Alors, des autres genres, je vais en citer quelques-uns comme ça, puis c'est de tourner les pages quand même. Franchement, il suffit d'être curieux. Alors après, on parlera de l'accessibilité au répertoire, mais il suffit d'être curieux
Le théâtre de boulevard en Picard existe, on a vu des extraits là, de Bertrand Coq avec les tréteaux de Napas, je vous en parlerai. C'est du théâtre, 3 actes, grande scène, la belle-mère, tout le monde est là, il n'y a pas de problème. On a ça aussi en Belgique, à Comines, Geneviève Picluren, qui ne doit pas se prononcer comme ça son nom, mais Geneviève Picluren, peut-être, elle publie des textes, hein, il y a plus de 1000 répliques, c'est des spectacles de 3 heures, plusieurs représentations par an, filmés par la RTBF, diffusés, je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années, à l'époque les Belges étaient avec toujours leur réseau câblé que nous on n'a toujours pas, et bien donc c'était diffusé sur le réseau câblé de la RTBF, des pièces, voilà, au théâtre ce soir, en Picard, ça existe. Hein. Et il n'y a pas que cette pièce-là, il y a tous les ans une pièce nouvelle qui est arrivée comme ça pendant une douzaine d'années. L'opérette, je vous ai fait une allusion tout à l'heure avec Louis Servat, au début du XXe siècle, avant la guerre 14, Louis Servat, Puce de bruit que de mots, scénette opérette, un patois Picard, 25 airs connus, avec des chansons qui se succèdent, je t'aime mieux que mes dindons et compagnie, hein, mais en Picard. Ça existe, il y a plusieurs. Hein. Opérette. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, Godard-Timal, il en aurait écrit 7, mais bon, je ne sais pas s'ils sont en Picard. La tragédie. Jules Watteau, le Brouteux, il a écrit Geneviève de Brabant, thème légendaire. Il a écrit Les Brigands de la Forêt Noire. On en parlait tout à l'heure avec Françoise Rose et Jacovet. Le même titre. Alors, il faudrait qu'on compare avec le texte de Daumont. Mais donc, c'est un thème de Tonnerre qui est connu. Et donc, voilà, Watteau, il a écrit ça. Ça a été publié en 23, donc ça a été écrit forcément un peu avant. Le drame. Vous parlez tout à l'heure de Paul André, avec le Noir Fouan, hein, je vous ai décrit la pièce, donc ce vieux veuf qui va se suicider. On a vu un extrait tout à l'heure d'une autre pièce qui est de Jean-Marie François, qui s'appelle Adé, le deuxième tableau d'Adé. C'est franchement un hymne à l'amour du pays Picard, et pour le coup de l'autre, celui de la Somme. Et ça se termine aussi par un coup de fusil en coulisses. Quoi. Vous pouvez croire que quand on jouait ça laissait quelque chose, parce qu'après c'est rideau et bye bye, quoi. Donc, et donc le spectateur, il était surpris, hein, pour le moins. Je vous parlais tout à l'heure de Geneviève, sur le drame que j'ai écrit malgré moi. Genre policier, ça existe, la pièce de théâtre en policier, en Picard, chez Dizeux d'Acheter. Alors je vais dire une petite allusion, chez Dizeux d'Acheter, Jean-Pierre Calais, c'était le dernier conférencier du précédent cycle ici. Il a décrit l'ensemble de ce que chez Dizeux d'Acheter ont écrit pendant une dizaine d'années, une vingtaine de pièces. Ils ont écrit Double assassinat dans la rue Motte, donc qui était une pièce. Alors eux, ils disaient ça en public, devant un décor. Ils le disaient, ils le lisaient. Ça ne demande qu'à être joué par des acteurs qui apprennent leur texte par cœur, éventuellement, mais donc ça peut exister. Ou à Schlancheron, on avait créé collectivement une pièce qui s'appelle Cantraine, dont on a vu un extrait. Une pièce où il y a des morts, elle est pratiquement un mort tous les demi-heures. C'est une pièce qui dure 2 heures. Il y en a déjà 2 quand on commence la pièce. Enfin, bon. Et puis c'est une histoire de mise en place d'un parc de loisirs, d'une malversation entre la mairie et puis un promoteur qui s'appelle Trianon. Voilà, mais il y a une enquête policière qui est menée sur fond de légende, puisqu'il y a la légende de la bête qu'entraîne, qui entraîne, qui tue et qui prend les gens. Bon, comme on ne la joue plus, je peux vous dire la fin, c'est qu'à la fin, la bête qu'entraîne arrive sur scène et que c'est assez monstrueux. C'est pas très facile à jouer, mais c'est beaucoup plus compliqué de sortir du cadre de la cheminée Picard. L'absurde, le théâtre Picard en absurde, c'est quelque chose, et c'est assez souvent joué. Paul Mailleux, tourné, il y a long de la rambarde jusqu'à l'eau, il y a loin de la rambarde jusqu'à l'eau. Une pièce dont Paul Mailleux a toujours revendiqué l'écriture à partir d'une inspiration d'un texte en français qu'il avait entendu à la radio, qui a été joué à Tournai et qui a été créé dans cette mouvance de la fin des années 70, mouvance tournaisienne, et qui a été reprise par la troupe de Jean-Marie François, par une troupe, je crois, d'Estrée-Crécy, par le club Maison pour tous d'Abbeville, que Jacques Dulfé a réécrit sous le titre de Chepon, et que Schlancheron a joué aussi de nombreuses fois. On est complètement dans une espèce d'absurde. Hein. Le symbolique, ça existe aussi. Gisèle Raverdi, qui est de Noël-et-Valenciennes, qui écrit une pièce de théâtre où il y a une cafetière qui discute avec un moulin à café. Allez le jouer, vous. Mais ça existe. Hein. Bon, je ne l'ai jamais vu jouer, mais c'est écrit, même publié.
Et puis d'autres décors tout à fait inhabituels, un laboratoire scientifique dans Schladvillien, un studio de radio, ça c'est moi qui avais écrit une pièce qui s'appelle Chute Chien, sur critique du journalisme, les clowns, on a vu l'extrait tout à l'heure, une création collective de Schlancheron, la bande dessinée de Jean-Bernard Roussel qui peut être mise sur scène, alors qu'au départ c'était pas ça, là c'est le contraire, c'est la scène qui est devenue BD, ou le théâtre d'anticipation, et pour le coup du théâtre d'anticipation, je vais anticiper, c'est Rose-Marie François, qui est une Belge, montoise, Beauraigne de Langue, donc, qui habite à Douvrin, à côté de Beaudour, en Belgique, et qui a écrit une pièce qui se déroule en 2022, pièce qui devrait être jouée au printemps de l'année prochaine. Donc, pour le coup, c'est une pièce d'anticipation, et j'anticipe, mais j'ai pas le droit de vous dire le titre, elle ne veut pas, donc moi je sais. Bon. Il y a une très grande différence, j'abrège un peu la description, il y a à peu près de tout en Picard, mais il y a une très grande différence entre le théâtre qui existe et le théâtre qui est écrit, et le théâtre qui est joué. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez flagrant. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pièces, je n'ai pas de proportion à proposer, mais il y a beaucoup de pièces qui ont été écrites qui n'ont jamais été jouées. Ou peut-être une fois, tout au plus. Des auteurs. Alors, des auteurs de théâtre, il y en a une quantité presque innombrable. Je vous ai parlé d'Édouard David, Françoise Rose vous parlera de Maurice Daumont. Voilà, on a... David, tout est édité maintenant. Daumont, rien n'est édité. Donc il y en a qui sont accessibles dans des bibliothèques, si ce n'est pas en librairie. Et puis d'autres, il faut se déplacer, aller voir le spectacle. Il y a des auteurs très joués aujourd'hui. Bernard Grenu, qui habite à côté d'Abbeville, qui a écrit vraiment beaucoup de pièces, je ne sais pas combien. Il n'y a rien qui est édité. Il y a plein de dans la Somme et dans le Pas-de-Calais, plein de gens qui jouent. Je ne sais pas comment ils font, on a eu le téléphone, on lui demande, et puis il passe sa pièce, et puis on va voir la troupe d'Estrait Crécy, qui a joué du Grenu, ça m'a bien plu, voilà, c'est le bouche à oreille, c'est ce côté réseau qui fonctionne. À Commis, en Belgique, bon, ça je l'ai, le texte, parce que Geneviève Piquelet me l'a donné, mais sinon, je veux dire, c'est pas édité, ça c'est des documents de travail de troupes de théâtre. Des inédits ou quasiment édités qu'à compte d'auteur, Chco des îles de Jacques Varlet, je l'ai acheté une fois ici, parce qu'il était sur la table en bas, voilà, donc Jacques Varlet, son théâtre est connu des gens de théâtre, parce qu'il leur a donné, mais on ne peut pas le trouver comme ça. Mireille Petit-Frassin, qui était une Amiénoise qui vient de décéder au mois de septembre, avec qui j'avais une correspondance assez régulière, était quelqu'un qui écrivait beaucoup de dialogues. Je ne pense pas qu'elle écrivait des pièces de théâtre, mais elle écrivait des dialogues avec Lafleur, Sandrine, qui ne demandent qu'à être joués, qui sont pour certains tout à fait des scénettes, tout à fait jouables, interprétables. Et puis il y a des auteurs, on sait qu'ils ont écrit quelque chose, qu'on ne les trouve pas. Poiteux de Brouchy, à côté de Ham, Brouchy, Victorin Poiteux, s'il est levé Poiteux, a repris en Picard du Santerre, de Ham, une pièce d'Ernest Terran, qui était du Nord amiénois, rencontrait son petit-fils, Poiteux, a discuté, c'est lui qui nous a dit son grand-père avait écrit cette pièce-là, il le sait, il l'a vu jouer. Nulle part, pas de texte, rien, disparu, envolé, caché dans un fond de tiroir, on n'en sait rien, on ne sait pas. Voilà. Et ça a été écrit. René Debry, il mentionne que Maurice Crampon a écrit Chserie Manon, disponible à la bibliothèque municipale d'Amiens, sans autre précision. Allez courir à la bibliothèque, puis demander s'il y a le manuscrit de Chserie Manon de Crampon, et qu'il a écrit aussi une pièce pour marionnette inédite qui s'appelle Le farce de Chebrieux. Avis à ceux qui connaissent. Voilà, Maurice Crampon n'est plus là, Michel n'est plus, père de génération. Est-ce qu'on trouvera un jour, est-ce qu'on pourra lire, est-ce qu'on pourra jouer, monter les pièces de Crampon, je ne sais pas. Charles Bessin, Doulan, Florimond Lamonton. Réédité 4 fois, chez Comte de Florimond Lamonton, depuis 1946, 4 éditeurs. 4 éditions, 4 éditeurs différents. Il n'y a pas un qui a eu l'idée de mettre des textes qui n'étaient pas dans l'édition précédente. Il y en a des textes, non seulement des contes de Florimond Lamonton, les histoires de Florimond Lamonton pendant la guerre, tout ça existe, et du théâtre. Debry mentionne une pièce, n'en écrivez jamais, titre en français, il ne nous dit pas si la pièce est en picard ou en français, j'en sais rien, voilà, écrite par Bessin, introuvable, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où il le sait, je sais pas. Voilà. Donc, trouvable, texte perdu, je ne sais pas, il paraît qu'il a même écrit une chanson de Florimond Lamonton de Saint, jamais vu. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est pas parce que j'ai pas vu que ça n'existe pas.
Samu, si je ne l'ai pas vu chez J.Q.R. à tomber. Debris lui-même mentionne qu'il a publié à Grandvilliers, donc probablement en imprimerie Ciné dans l'Oise, en 1966, La trappe de Schreppameux. Ça me disait quelque chose, mais en tout cas le texte, moi je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui dit que c'est lui qui l'a fait, il doit être vrai. Qui est-ce qui connaît le théâtre Picard d'Edmond Edmond, un des chercheurs qui ont travaillé sur l'Atlas linguistique de France à Saint-Paul-sur-Terre-Neuve, Albué, c'est ça, 1911. Je ne sais pas si ça a été joué une fois. C'est Edmond Edmond, pour le coup il n'a pas travaillé sur des légendes, il a écrit une pièce, Albué, la lessive, faire la lessive. Il écrit ça, alors c'est le texte patois, la transcription phonétique, la traduction littérale en français et un glossaire. Non seulement la traduction, mais en plus il y a un glossaire. Un point, je dis le point. C'est une pièce à fonction linguistique. Je ne sais pas si elle a été jouée. Voilà. En tout cas, elle existe, là, pour le coup, je l'espère. Mais donc, voilà. Donc, Saint-Paul-sur-Terre-Neuve, on peut avoir du théâtre comme ça. Et, pour pas conclure, mais continuer sur ce thème-là des auteurs, quand Jules Mousseron a écrit les histoires de Cafougnette, il a écrit ses poèmes dans lesquels, pour un tiers des textes, il met Cafougnette en scène, mais il a également écrit des monologues rimés, Cafougnette garde champêtre, Cafougnette un aéroplane, Cafougnette à Ostende, c'est des textes un peu plus longs, enfin même passablement plus longs, qu'il disait lui-même sur scène ou en public, hein, attention, les scènes du temps de Mousseron, à l'après-guerre, c'était en public, c'était plutôt des rings de boxe au milieu du temps de la place du village. Il y a des images, hein, il n'y a pas de son, mais il y a des images, et des films, des petits films. Et donc Mousseron disait ces textes. Il les disait pour gagner de l'argent, pour faire des dons aux veuves et aux orphelins, essentiellement pour ça. Et donc, il les mettait lui-même en scène. Et le texte Cafougnette à Paris, par exemple, c'était un énorme succès. Voilà. Donc, ces textes-là, qui ne sont pas repris aujourd'hui, mais qui pourraient l'être sous une certaine forme, enfin, vraiment en travaillant théâtralement, comme le fait Jacques Bonafé sur les autres textes. Bonafé reprend d'autres textes de Mousseron. Ça existe aussi. Vous parlez pour rester toujours sur des auteurs, deux auteurs, ça c'est une surprise. Surtout le premier, 19e siècle. Hein. Alexandre Honoré Ernest, ça c'est les prénoms, Coquelin. Dit Coquelin cadet, parce qu'il y avait Coquelin l'aîné, 1848-1909, né à Boulogne-sur-Mer. Sociétaire de la Comédie Française en 1876, il a joué Feydeau au Théâtre des Variétés, il a joué La Biche, il a joué Molière quand il était à la Comédie Française. Et c'est lui, je vous parlais tout à l'heure du monologue, c'est lui qui a théorisé sur le monologue en français à la fin du XIXe siècle. Et ami de Charles Cros, il a écrit des chansons qui étaient interprétées par Charles Cros, et il a écrit et publié en 1891, donc un spécialiste du monologue, hein, à titre personnel, il a publié L'île déserte, 1891, en patois de Boulogne. Et donc donc c'est illustré par un de ses amis, probablement, Charles Termisien. Et donc c'est un très long monologue, qui est véritablement une pièce de théâtre. Alors on a même le dessin de Coquelin cadet, on l'a même en photo. Vous allez sur Wikipédia, Internet, des trucs à la mode, on a plein de choses sur Coquelin cadet, on n'a rien sur son travail au Picard, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas. Voilà. Donc voilà, ça existe avec donc, le texte qui est. C'est un monologue, il y a quand même celui qui veut le jouer, il y a un paquet de pages à s'enfiler. Hein. Voilà. Donc ça, je ne suis pas persuadé qu'il y ait grand monde qui y ait accès. Pour revenir à Amiens, alors là, il y en a un quand même qui nous a marqué, je ne peux pas dire moi seulement, c'est 1980, quand on a commencé à créer du théâtre à Chlancheron. Jean-Marie François, qui s'occupait de la troupe à ce moment-là, avait dégoté dans un almanach une pièce, 1923, une pièce qui était intéressante, je ne sais pas dire, était intéressante, écrite en vers, et signée d'un inconnu de chez inconnu, René de Souterre. On dit quelque chose? Rien, personne. René de Souterre, donc la pièce s'appelle La chanson de la fleur.
pièce est en picard, le titre est en français, pas grave. La chanson de Lafleur. Lafleur est parti, Paris, un peu de papier, hein, puis il revient à son pays, il retrouve Sandrine. Voilà, c'est le thème de la pièce. Ça se terminait même par une chanson, la chanson de Chenazu de Saint-Leu, qui n'est pas publiée dans l'almanach de 1923. Je l'ai retrouvée il n'y a pas un an. Donc on n'a jamais chanté sur scène, chanté autre chose. Puis ça se termine par une chanson. René de Souterre, on ne sait pas où il est. Son nom de famille n'apparaît pas dans les registres du 19e siècle, d'après Debré. J'ai regardé les travaux de Debré, on ne retrouve pas le nom de Souterre. Il dédie sa pièce dans l'édition originale, dans un almanach donc, il dédie sa pièce à la mémoire de ma mère et de mon père. Respectueux eux-mêmes. Ça, c'est pas moi qui l'ai découpé chez Almanach, je les ai trouvés comme ça. Voilà, la pièce. Puis ça, c'est le document de travail qu'on avait en 1981 quand on a mis la pièce. Acheté à l'époque, c'était les machines à alcool. Papier violet, tout. La TFOA Bernien Pontu, c'est matériel de l'éducation nationale. Mais il ne faudra pas le dire à Schminis parce qu'il a congé depuis je t'en René de Souterre, qui c'était? Un chansonnier nationalement connu, qui a interprété toutes ses chansons, ses pièces gaies en français. Il y en a une grosse vingtaine, si ce n'est pas peut-être plus, au Théâtre des Deux Ânes, à Paris. Il a écrit des monologues pour hommes seuls, pour jeunes filles, pour hommes et femmes. Il faut le faire, un monologue pour hommes et femmes. Il a été interprété par Mayol. Il a eu un gros succès avec Notre Patois. Je ne sais pas quel patois il s'agit, Notre Patois. Il a écrit en français une pièce, je l'ai, le petit fascicule. On inaugure à Potiron sur Ancre, comme la rivière l'Ancre. Dans cette pièce-là, il y a un accent patois qui est très très marqué du patois, comme on peut le retrouver dans le théâtre des années 20. Hein, c'est Javion, c'est plutôt genre un peu normand. Hein. Javion, il y a l'Avouer, l'Abrevoire, mais c'est pas Picard que je dis, c'est patois. Hein, ça pourrait être aussi Bosseron. Voilà. Et donc ça se passe à Potiron sur l'Ancre, on inaugure une salle des fêtes, et puis tout le monde se chamaille, le schmerge, conseiller, l'adjoint, le cheministe qui doit venir, qui est tartare, enfin bon, tu vois, c'est une pièce comique, quoi, voilà, une pièce chansonnier. Il a une bibliographie qui est assez importante. Il n'y a rien sur Internet, bien entendu, mais une bibliographie, des fascicules, une bonne bibliographie. Pas un mot sur ce qu'il a écrit en Picard. Pourquoi c'est lui qui l'a signé en Picard. Hein. Et puis c'est bien, c'est rimé. Le reste de son théâtre n'est pas rimé. Là, c'est en Picard et c'est rimé. Et donc, il dédie la chanson de Lafleur à ses parents amis. Voilà. Et ça commence comme ça. Décor, de nos jours, chez Lafleur, c'est un rez-de-chaussée d'Altschotvac. Voilà. Et bien entendu, 1923, l'intérieur, il est Picard avec la cheminée. Hein. Et donc, ça m'amène à parler du rôle de ces almanachs. Ces almanachs d'avant, de l'entre-deux-guerres. Hein. L'almanach, là j'ai l'almanach du Hérisson, j'aurais pu en apprendre deux, mais il y a un grand j'ai pris deux almanachs du Hérisson, je sais pas. Voilà, ça c'est donc d'avant-guerre. Après-guerre, ça va reprendre un peu sous l'impulsion de René Normand et quelques autres, sous l'almanach du pays Picard. Il y a le grand almanach annuaire, il y a l'almanach annuaire de la Somme, c'est là-dedans qu'on a retrouvé la première BD, la première vraie BD en Picard qui est amiénoise, enfin qui est signée d'André Pierre qui était amiénois. Bien que la scène se passe à Lille. Et ces almanachs ont publié une quarantaine de pièces, le plus souvent en un acte, une vingtaine d'auteurs. Alors je vais vous dire ces auteurs, les noms, on ne peut pas dire des pièces. Camille Dupetit, on en réentendra parler avec Jacques Landrecy, Charles Caron, le père de Bob, qui vient de décéder, le père de Bob Caron, Charles, qui a beaucoup illustré des pièces des autres, Poitou de Bouchy, je vous parlais tout à l'heure, Édouard David, Ernest Errand, dont je vous ai déjà parlé un petit peu, Eugène Dezin, j'ai dit Dezin exprès, il y a Canès, c'est pas Charles, c'est Eugène Dezin, qui a écrit quelques pièces, Frédéric Lemaire, Georges Dufossé, qui est plutôt de la région d'Abbeville, Moyenneville, Monsieur Pilette, Jacques Brandicourt, Jacques de Wailly, Jules Lafilé, Lecointe, Léon Goudalier, d'Angers-sur-Somme, Louis Servat, d'Ailly-sur-Somme, René de Souterre, donc René Normand, Robert Droland. Voilà, on trouve tous ces gens-là dans les almanachs. Et à la même époque de l'entre-deux-guerres,
Il y a des livrets qui sont publiés, qui ne comportent qu'une seule pièce de théâtre d'un auteur. Et c'est souvent le cas des pièces de Devraine qui sont publiées à Péronne à ce moment-là. Hein, Nos Maisons, ça ne va guère, c'est après-guerre. Ça ne va guerre, c'est 49, je crois. Mais Monsieur le maire ou Nos Maisons, Nous Mazons dans l'Est de la Somme. Gaston Bourdon aussi, il y a trois livrets, Guise, Dernière Mise, et puis Les Tempi, Longecci et compagnie, qui sont publiés ici à Amiens chez Hiver et Télé. Et puis, derrière ces almanachs, donc de l'entre-deux-guerres, ou de l'immédiate après-guerre, des revues. Alors, quand même citer celle où il y en a le plus, c'est quand même Le Schlancheron. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les autres, il y en a eu très rarement dans les autres. Dans Schlancheron, en 28 ans, a publié 60 pièces de théâtre. 25 auteurs de pièces de théâtre, ou de dialogues, ou de scénettes, dont un anonyme. Le hasard a fait que j'ai retrouvé une pièce anonyme, volontairement découpée dans le coin, manuscrit. Donc il y avait le nom d'auteur, c'est sûr. Et c'est signé Jean-Ry, R-Y, jeu de mots dur. Jean-Ry. Il y a aussi Jean Rigol, ça existe aussi comme pseudonyme. Mais il n'est pas venu, c'est qui c'est. Donc on a publié donc, des pièces comme ça sur le thème de Picard à Paris, deux cousins à Paris, c'est ça la pièce de Jean. C'est le Picard amiénois, de l'amiénois, pas de Saint-Lô. Alors les textes, de pièces de théâtre qui ont été publiées, il y a Jean-Pierre Calais de Ferrières, Serge Caron donc du Vimeux, Valérie Deck qui vient de décéder, je l'ai appris il n'y a pas 15 jours. Il était du Hamel en Santerre. Il habitait dans le 63, c'est le Puy-de-Dôme. Pierre de Glicourt, miennois vimeusien, Armel de Poilly, qu'on a publié. Eugène de Saint, on a repris une de ses pièces, qui était déjà publiée dans un almanach. Jacques Dulphy, Pierre Duquet, Jean-Marie François, ont quasiment publié toutes ces pièces. Charles Leca, du Vimeux, de Bonnieru. Alphonse Pasquier, Cerise Gailly, Mireille Petit-Frassin, un certain nombre de ses dialogues. Gisèle Raverdi, qui est de Dolnois, des Valenciennes, Christiane Rouer du Vimeux, Thierry Sellier du Vimeux, Simons, publié une pièce de lui en collaboration avec Toudi Simons, Gilles Toulet, qui habite dans l'Oise, mais qui est de la région des Rennes, entre Vimeux et Amiénois, Jean Vasseur d'Abbeville, enfin, Liba, bien sûr, mais qui habite à Abbeville, Mathieu Frère, Eric, Épimy, Alfred Voissel, de Doulan, Stéphane et Sylvie Wallet de Bernard-Pontieux, donc des auteurs, je citais à peu près 25. Il y a du répertoire aussi, là, ça se trouve, là, le numéro de Schlancheron, il n'y a qu'à demander, il y en a quoi. La presse, des lieux où on trouve du théâtre, Abbeville Libre, où Jean-Marie François a publié, je pense là, l'intégralité des pièces qu'il a écrites. Le Vaclette, par exemple, donc des vieux journaux, là, avant la guerre 14, alors le Vaclette, mais aussi le Nouvelle Vaclette, qui est la suite à l'entre-deux-guerres, toujours par le caveau lillois, où il y a énormément de scènes, de dialogues, et qui sont, donc je me suis amusé à regarder un peu dans le Nouvelle Vaclette, Canteclair ou Cocorico, prologue et scène invière, un patois de Lille par du réduit, alias Auguste Delmotte, joué par toute biette del Bascour et pas le régisseur. Je l'ai lu, c'est un Glenn, un Coda, et puis un Madjet, et puis un touché bête qui peut y avoir un cours ferme qui discutent ensemble. Ça, Bastille qui le monte, ça. Si c'est pas avec des élèves, je veux aller la voir. Si c'est avec des élèves, j'aurais la voir aussi. Mais là, c'est un ensemble de bestioles qui discutent, en gros, pour savoir qui est-ce qui va être le roi de la Basse-Côte. Donc ça a été écrit en 1934. 4 épisodes, c'est pas très long. Enfin, ceci dit, c'est quand même assez consistant. Il faut y aller, là. Mettre ça en scène, c'est risqué. Et la semaine suivante, donc il y a 4 épisodes, comme ça, c'est à l'été. Et hop, dès le mois de septembre, Le Marraine de guerre et de Théodule, d'Auguste Lave, écrit en 1920, mais publié en 1934. Et donc, c'est une scène qui se passe pendant la guerre 14. C'est écrit en 1920. Et là aussi, on n'est pas sur un registre comique. Et ainsi de suite, ça semble ne pas s'arrêter. Dans la brouette, les rares exemplaires que j'ai, je n'ai pas trouvé de pièces de théâtre, mais la brouette, c'est l'écriture essentiellement de Jules Wateux, et Wateux a publié du théâtre, un recueil de théâtre, je vais en parler tout de suite. Et puis, à Mons, il y a Le Roquilleur, qui est un journal, l'hebdo aussi, dans lequel je n'ai pas trouvé de pièces de théâtre, mais j'ai très peu d'exemples à ma disposition.
Édition de livret, j'ai noté, alors oui, il y a des autres éditions, c'est par exemple chez Liseau d'acheteurs, ont édité tout ce qu'ils ont créé, collectivement. Donc les livrets existent, hein, ils sont accessibles. Je ne dis pas qu'ils sont en vente chez Martel ou à la FNAC, hein, ils sont accessibles, ils existent. Il y a du dépôt légal, ça existe. Le dépôt légal, c'est la bibliothèque d'Amiens. Un petit peu curieux, de temps en temps, si on veut monter. Alors, je faisais allusion aux livres. Alors, il y a des livres qui sont, il y en a au moins un qui est important. Pour jeter là, je vais m'élever. Allez, tiens. Chez Stilo, le théâtre Picard. Alors, j'en ai 2 exemplaires, mais j'en ai plus. Il a vécu, c'est pour eux que je l'ai amené. Alors, je vous raconte déjà ce que c'est. Vous voyez, je ne peux pas écrire gros. 1949, il y a 8 auteurs qui sont rassemblés. Certaines de ces pièces-là ont été écrites en captivité, par Maurice Crampon, par exemple. Il y a Gaston Bon, Maurice Crampon comme auteur. Alors, Gaston Bon, c'est Cailleux-sur-Mer, puis les autres, ils sont plutôt à mémoire. Il y a Édouard David, qui est décédé, quand on reprend quelques-unes de ses pièces. Il y a Camille Dupetit, il y a Ernest Terran, René Normand, et puis Louis Servoq, bien sûr décédé depuis un moment, et puis G. Devraine. Apparemment, Devraine, il était encore vivant. Il devait connaître qu'il y avait un auteur, mais il est toujours cité sous le nom de G. Devraine, jamais Gustave. Il ne devait pas bien se connaître, hein, mais bon, il connaissait son théâtre quand même. Et donc, il y a également là-dedans, en plus des pièces qui sont publiées, une liste de 44 autres pièces. Mais il y a la liste, on ne sait pas où on peut les trouver, si ce n'est celle d'Ernest Terran, là c'est plus dans tel almanach, telle année, les autres on ne sait pas, mais on sait qu'elles existent. Le livre a été réalisé à l'initiative de Georges Fréville, qui était d'Auvillé-aux-Villes, un petit village tout près de la Forêt-Crécy, instituteur détaché. Il n'était pas instituteur comme il l'a fait. Hein. On dit souvent, oui, chez un Aristote, oui, un instituteur détaché. Il était détaché à quoi? Délégué départemental à l'éducation sanitaire. Et donc, je vous apprends que le Picard, c'est sanitaire. C'est bon pour la santé. C'est l'éducation nationale qui vous le dit. Et c'est quand même une information. Ça m'a franchement fait parler en lisant ça, parce que je connais ça depuis longtemps, mais j'avais pas fait attention. Parce que délégué sanitaire, ça me plaît bien, ça. Là, au moins pour le coup. Hein, vous sentez au poids bien, vous pouvez lire du théâtre un Picard. Du moins, je dis il a été, ce livre, imprimé chez Paillard, à Ville, pour ça peu importe, distribué dans toutes les écoles primaires de la Somme, au profit, et il a été vendu au profit des œuvres scolaires et périscolaires. Donc, il y a ce théâtre. Ce théâtre-là, tout chez Marister, en 1949, 50, 55, ouais, il y avait un mollet de radio, il n'y avait pas une télévision. Hein. Il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens de déplacement, il y avait encore des tickets de rationnement. On ne trouvait peut-être pas bien du pétrole, il y avait encore des trains pour aller à la ville. On n'allait pas aller voir un spectacle un samedi au soir à Amiens ou bien à Ville. Tous les instituteurs, ils ont eu un répertoire. Et les amicales d'anciens élèves, ils ont monté ce théâtre-là. Et c'est là-dedans qu'on trouve les pièces qui sont les plus jouées. Et l'exemplaire que j'ai là, il vient, alors je ne dis pas longtemps, c'est quand Modou qu'on a récupéré ça, Madame Hanoc, elle nous l'a donné. C'est un exemplaire qui vient d'Arny. C'est pas l'exemplaire Armel de Coyer. Armel de Coyer n'a jamais été resté à Saint-Élie. Où il se trouve que Janine Hanoc avait son oncle qui était maristère à Darny. Et donc, là-dedans, on trouve des documents avec des annotations de mise en scène, etc., qui prouvent tout bêtement que ça a servi. Il y a même des annotations en marge. Et Janine Hanoc, qui était institutrice avec Clotaire Riffler, à l'île-au-Clocher, eh bien, ils avaient le même bouquin, et ils montaient les mêmes pièces, et tous les ans, il y avait un spectacle, et dans quasiment tous les cantons de l'arrondissement d'Abbeville, et probablement bien au-delà, on reprenait des pièces dans ces bouquins, qui étaient dans toutes les communes, et auxquelles on avait accès. Et bien entendu, c'était en Picard, et il n'y avait pas de problème, tout le monde parlait Picard. On parle Picard, un répétant, puis la classe, on parlait français. Voilà. Et donc, ce livre, donc, il est vraiment... Il a été très important pour faire perdurer le répertoire. Je sais que pour avoir bien connu Jules Dufresne, le baron de chez Bassure, c'était le genre de pièce qu'il montait
à Arrée, quand il était à Aristère, et qui montait avec les anciens élèves. Bon, on va continuer dans les livres, ils sont là, les hommes. Jules Watteux, 1926, 308 pages de théâtre qui s'appelle Le Théâtre Picard, de Jules Watteux, 9 pièces, une tragédie en 3 actes, une scénette, une pièce et 6 comédies avec chansons et musique. C'est pas sur l'air 2, là c'est avec les musiques. Les Lillois, les Tourqueños, ils écrivent la musique. Jean-Marie François, c'est un petit livre bleu qui est là-haut. 64 pages, c'est 7 pièces, 7 scènes qui ont été jouées par des adultes et puis que lui a repris dans le cadre d'un projet pédagogique. Ça nous rajeunit d'un quart de siècle. Il y avait donc cet accord, cette convention culture, la DRAC et rectorat, l'éducation nationale, et il avait eu une somme, plutôt que d'aller Mario Besleguer chez Sou, et il avait le droit chez toi. Il a publié du théâtre avec donc une progression pédagogique qui est proposée dans le petit livret avec les 7 pièces du CM1 à la terminale, avec des pièces plus ou moins conséquentes, avec un certain nombre d'acteurs, et puis avec toute une progression, une démarche pédagogique. Le théâtre de Devraine, je ne vais pas insister, j'en reparlerai au mois de février, 238 pages, c'est chez Boudet Bleus, il est là aussi, 11 pièces de théâtre écrites entre 1930 et 1949, dont certaines qui sont le retour du prisonnier de guerre en 1946. Il y a du théâtre classique, Limazon, ça, il y a ça aussi. Le livre La Fleur aux éditions Ancrage, collection qui était dirigée, il n'y a eu que deux volumes, La Fleur et puis il y a eu Édouard David, dirigé par Michel Crampon. Donc il y a, en 1990, il y a 5 pièces de Jean-Jacques Nazoni, de Jacques Labarrière et puis de Françoise Rose. Il y a Citoyen La Fleur et puis La Fleur sans culotte qui sont repris dans l'édition Ancrage. Je pense que Françoise aura l'occasion en janvier de nous en parler. Simons le Lillois, 4 livres de théâtre. 4 livres, 60 pièces. Il a écrit 60 sketchs. Dans son livre théâtre, il y a 20 sketchs, je n'ai pas tout exposé. À Coutel le Vaclette, 18 sketchs radio adaptés pour la scène. Donc il y avait. Et ça, c'est à l'entre-deux-guerres, Radio PTT Lille, et puis les textes étaient dits, créés avec Linda Ariel, et puis après, il les réécrivait, comme bien souvent les auteurs, Jean-Marie François l'a fait, Rose-Marie François l'a fait, son texte d'anticipation, je vous parlais tout à l'heure, il ne sera pas publié tant qu'il ne sera pas joué, parce qu'elle veut le réécrire après qu'il soit passé sur scène. C'est une nécessité de voir ce que ça donne, comment ça fonctionne pas, et si on aboutit à ce que, en tant qu'auteur, on souhaite ou pas. Donc, à Coutel le Vaclette, donc c'est sketch radio adapté pour la scène. Eulka dans l'horloge, 11 sketchs, voilà le tableau, 11 sketchs également. Et donc, grande importance des radios, et même des radios plus récentes, comme, je ne parle pas de France Bleu, de Radio France Picardie, parce que France Bleu, certes, on a fait une interview cet après-midi, le temps de diffusion de théâtre, il n'y a plus grand-chose, alors que sur Radio France Picardie, il y a eu véritablement. Schlancheron, un numéro spécial qui est une espèce d'anthologie, le numéro 45-46 qui se balade à quelque part, avec 7 pièces de théâtre d'Alphonse Pasquier, Armel de Poilly, Jacques Dulphy, moi-même, Stéphane et Sylvie Wallet. On a publié la pièce qu'entraîne, la pièce policière, on l'a publié, c'était un numéro spécial. Et puis il y a des livrets modernes, je vais vous montrer en remettant ça. Simplement, le Noir Franc de Paul André, dans l'édition qu'on a faite Daniel Barbez. Donc voilà, l'édition qui a été faite, j'ai noté ça quelque part, en 1991, alors que ça avait été écrit en 1978, donc une écriture avec des mentions marginales de mise en scène, voire même de manière de poser la voix. Il y a un tableau, il y a la veuve, le veuf qui est sur scène, et puis la disparue qui est dans un tableau, et puis ce tableau s'anime et parle parfois, la conscience qui parle au noir fond, au vieux. Et donc il y a ces indications scéniques qui sont là. Donc dans les livrets contemporains, modernes, Chemanier de Quercy divers, ça a été publié. Alcide, je vous l'ai montré. Je permis de conduire, il est là quelque part. C'est une pièce de Guy Savary, Péronne, qui a été publiée par La Vague Verte. Donc il y a plein de petits contes, mais le titre du bouquin, c'est Je permis de conduire. C'est la seule pièce qui est dans le bouquin. Moi-même, j'ai écrit Mi Poyer Jamoué qu'on a publié en numéro spécial de Schlancheron, ou bien on a vu aussi Alain Ruichert, qui est un Lillois, qui a créé un long spectacle, un long monologue
en tant que texte, mais c'est du théâtre. Il y a un chat qui intervient, donc c'est une femme qui est habillée en chat, et ça a été mis en scène. Et donc il y a tout un rapport entre le chat et le monologue qui vient mettre son grain de sel, si on peut dire. Donc, et ça a été publié également. Et il y a un DVD amateur qui en a été tiré. Et puis il y a d'autres livrets, hein, Jacques Varlet, la Maison de la Culture de Tournai, qui a publié à la fin des années 70 des pièces de Couvreur ou Paul Mailleux, à Comines, je vous ai montré un petit peu des choses. Et puis les livrets anciens en Belgique, Akmash est un mot de rue là-dessus, ils sont donc ça c'est de la fin du 19e. On est là à Mons, en Borinage, hein, donc il y a beaucoup de théâtre borin. Vraiment, Mons en Borinage, vraiment beaucoup de pire. Là, c'est aussi, donc là, c'est le Schfier adoptif, c'est de Charles Dosias, je ne les connais pas tous par cœur. Là, c'est Émile Debord. Et puis ça, c'est tournésien. C'est une comédie vaudeville en 2 actes qui s'appelle Cacaire. Voilà. Ça se vendait 1 franc, mais ils ont mis en gros dessus 4. Il y a eu du ratchet. Ah oui, la poésie. Voilà un autre livret, Édouard David, Chepardon, que Courcol a joué je ne sais combien de fois. Hein, Chepardon, qui a été joué par beaucoup de troupes amateurs, mais voilà, qui est dans une trilogie d'Édouard David. Les chocs-pages, et puis on va arriver au spectacle. Les spectacles, il y en a de 2 sortes. Il y a les spectacles réguliers, mais qui sont donnés par des troupes occasionnelles. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des spectacles, et puis les troupes, une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. Et on peut dire qu'il y a pratiquement un spectacle toutes les semaines. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Il y a des spectacles aussi qui ont lieu à un moment donné de l'année et qui est attendu. C'est le cas à Tournai, par exemple, hein, entre autres exemples, à Tournai. Le cabaret wallon tournaisien, le royal cabaret tournaisien, ils ont le droit de mettre le mot royal quand ils sont centenaires, donc ils sont royal cabaret wallon tournaisien, c'est attendu, comme la revue du cabaret lillois. Donc si on est dans le genre chansonnier, il y a une succession de sketchs qui peuvent être une chanson, un dialogue, un certain nombre de choses, le tout formant un spectacle qu'on appelle un cabaret. Et les plus importantes sont les revues qu'il y a sur la côte d'Opale, en particulier à Boulogne, les revues patoisantes, où là, on a... ça existe aussi on avait un extrait tout à l'heure à Étaples, à Calais, à Berck, hein, ça se fait aussi. C'est un spectacle grand public, une création annuelle, l'humour, ça se veut un tout petit peu égratigner le politique, mais sans jamais véritablement s'en prendre, c'est pas le guignol, hein, on s'en prend pas directement à quelqu'un, à une personnalité locale, on égratigne, mais tout le monde ils seront dans la salle, donc voilà. Et puis, ça mêle donc chansons avec l'humour, un peu d'esprit satirique. Et il y a des choses, des fois, qui sont surprenantes. Il y a un bouquin hein, qui résume tout ça, il est là en bas. C'est Un siècle de revues patoisantes à Boulogne. Un bouquin qui n'est pas du tout beaucoup, d'accord, on le trouve à peu près partout quand on va dans toutes les librairies de la Côte d'Opale. Mais il y a quelque chose, c'est que c'est amusant, c'est satirique, j'aime le dire. Mais parfois, on est en plein dans l'actualité. 1940. La revue s'appelle Mine d'Arien. Alors, pas toi de Boulogne, ça. Hein. Ah, Mine d'Arien, il a vu. Hein. Oui, mais en 1940, Mine d'Arien. Hein. Ça s'écrit comme ça. C'est un ferment d'acteurs, ces revues. Et d'un ferment d'acteurs semi-professionnels ou professionnels, comme le Jgus par exemple, dans les plus récents, il y en a d'autres comme Marvol, il s'appelait Vasseur de son nom, ou bien Félix Valette, donc un certain nombre de gens. Alors voilà à quoi ça ressemble, donc, ça laisse des souvenirs, hein, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est vendu, alors là c'est le programme de 1960, hein, et la revue elle s'appelle Ben à rien Ben à rien tout ça c'est plein de jeux de mots, donc c'est intéressant d'avoir le texte aussi, parce que entre ce qui est entendu et ce qui est décrit, il y a une double lecture. Comme on est à Amiens, je dis, tiens, ça peut être intéressant de montrer une revue. Ça existait aussi à Amiens, et c'était joué au Grand Théâtre, là, dont il ne reste plus que la façade. Une revue d'Édouard David, qui s'appelle Le Clou d'Amiens, donc pareil, avec un programme. Alors, Le Clou d'Amiens, c'est 1904, avec ballet, de la danse, chansons en picard et en français, sur des airs connus. C'est là-dedans qu'il achetait mieux que mes moutons.
Et même, des fois, il y a un anglais qui passe par là, puis alors il parle un pseudo-français, pseudo-anglais, on ne sait pas trop bien. Enfin, en tout cas, on sait tout de suite c'est un anglais. Ça commence avec la mort de la fleur, ma cheveux, la fleur, c'est tout. Donc la fleur est morte, puis après il va ressusciter. Là. Il ne faut pas trop s'inquiéter quand même. Et puis ça se finit par un hymne à la Picardie, alors grandiloquent. Pas patriotique, mais limite. Hein, voilà. Et ça se chante, et puis l'hymne, il est en picard, il y a un hymne en Picardie, des choses. Salut aux belles Picardies, qui des aïeux gardent les traditions. Ça, c'est le refrain. Voilà. Ça, il y a eu aussi des revues amiénoises jouées sur les grands théâtres. Il y a des spectacles professionnels en Picard de théâtre. Il n'y a pas tant que ça. Ce sont généralement des théâtres de marionnettes, comme ici, comme au théâtre Louis Richard, à Roubaix. Quoique à Roubaix, il paraît que ce serait. La municipalité voudrait récupérer les locaux, donc ça laisse supposer que le théâtre Louis Richard, il n'en a peut-être plus pour très longtemps en ville. Le plus présent en termes de théâtre, véritablement, c'est Petrouchka à Lille, qui joue du Simons sans discontinuer. On a un extrait tout à l'heure avec la journée du 1er mai, ouvrage du 1er mai. Et donc, c'est Jean-Marie Denis et Isabelle Hugon qui jouent régulièrement les carreaux de son cuite, enfin le répertoire, on va dire, classique de Simons à Lille. Le théâtre de Chemie qu'il dit, d'Alain Ruchert, son one-man show avec chat, c'est un théâtre professionnel. Jacques Bonafé, c'est un acteur professionnel qui a monté, à partir des textes de Mousseron, et ça depuis une petite vingtaine d'années, 3 spectacles. Le premier, c'était Catherine Jacob, donc c'était un duo. Ça s'appelait Spectacle pour noces et banquets. Après, il y a eu La fin du monde. Cafouniette et le défilé, et c'est même édité sous le titre Cafouniette et le dernier défilé. Il y avait une fanfare et tout ça. Ça n'a pas été joué que à Denain ou à Amiens. Catherine Jacob, c'est passé à la Maison de la Culture. Ça a été joué à Tournai, à la Maison de la Culture. Mais ça a été joué aussi à Paris. Moi, je suis allé voir Jacques Bonafé à Paris jouer devant une salle pleine à craquer dans une séance supplémentaire. Je vous promets que j'exagère pas. C'était assez surprenant. Plein mois d'août, à Paris. C'est bizarre. Donc, enfin, c'est bizarre. C'est surprenant. Et donc, il y a ces spectacles-là, puis il y a des gens qui se professionnalisent quasiment. Georges Courcol ne peut pas éviter de parler de l'indépendante artistique amiénoise, et Georges et Lucienne Courcol, qui ont joué pendant des dizaines d'années du spectacle, du théâtre de David ou du Petit. Ils ont quand même sillonné tout le département de la Somme. Mais l'essentiel du théâtre n'est pas du théâtre professionnel, il est du théâtre d'amateur. Et dans les deux sens du terme. Amateurs sur scène, mais aimant ce qu'ils font. Et je dois dire que là, à l'heure où on est, à moins qu'à fuche fini, enfin, si j'ai revenu ici, je pouvais aller à Berck. Ça, c'est une invitation. En plus, je ne payais même pas ma place. Mais je vous aime bien. Et donc, l'association qui s'appelle T'en souviens-tu à Berck, elle a monté. Alors, ils jouent encore dimanche après-midi, une chance de se rattraper. Au Son Querlo, donc c'est leur création de cette année, ça se joue au Cursal de Berck, je vous invite à y aller, dimanche 15h30 au Cursal. Réservez vos places ou arrivez pas trop en retard, parce que j'ai peur qu'il y ait du monde quand même, parce que c'est des spectacles où il y a énormément de monde en général, en particulier quand c'est la troupe locale qui crée dans sa commune, là c'est toujours plein. Et donc, ça fait plusieurs années qu'ils montent comme ça des spectacles à Berck, et voilà, il y a des troupes toutes les semaines, je le disais tout à l'heure, des troupes d'un jour, d'une soirée, d'une saison, d'un projet pédagogique, d'un projet de centre aéré, de CAJ comme on dit maintenant, d'un événement quelconque, on monte une pièce à ce moment-là, comme le bicentenaire par exemple, de la Révolution française, à ce moment-là, puis La Fleur sans culotte comme autant, voilà, où la barrière a rejoué Citoyen La Fleur à cette occasion-là. Tout n'est pas forcément en picard, il peut y avoir 2, 3 scénettes en français, et puis 1 ou 2 scénettes en picard. Généralement, le picard, il vient à la fin, parce qu'on s'attend quand même à ce que ça soit amusant. Voilà, donc il faut finir sur une note locale, entraînante. Il peut y avoir bien sûr des alternances dans les rôles, des gens qui ne savent pas trop bien parler picard, ou qui ne veulent pas, ou qui n'osent pas, surtout s'il y a leur famille dans la salle, donc ils préfèrent parler français. Beaucoup à l'après-guerre, je le disais tout à l'heure, de création à ce moment-là. Je discutais avec une collègue, Amos Goubert. Ah oui, il y a eu 2 troupes. Alors, il y a eu une troupe qui a commencé avant-guerre et puis qui a repris après-guerre, mais eux jouaient qu'en français. Alors il y a les autres qui voulaient jouer en picard. Alors la troupe qui jouait en français s'appelait l'Effort de Mons.
l'effort de faire un effort, hein, voilà, jeu de mots. Et puis donc les autres, ces anciens élèves, alors ils ont mis du Picard. Ils ne faisaient pas concurrence, hein, mais bon, comme les autres ne voulaient pas, ils ont fait du Picard à part. Ailly-le-Haut-Clocher. Alors Ailly-le-Clocher, c'est amusant parce que il y a eu un petit creux de la vague dans les années 70-80, mais là c'est reparti. Alors après-guerre, c'est assez récent, 24 février 1952, programme, numéro 399, il ne devait pas être gagnant, parce que je veux dire que... alors première partie, la mégère apprivoisée, une bonne soirée, entrailles. Deuxième partie, la guerre de 30 ans, et une idée de Rosalie, comédie en pâteau picard de René Serre. René Serre, jamais mentionné dans le moindre ouvrage, une idée de Rosalie, jamais mentionné nulle part. C'est une pièce qui a été jouée en 1952, Ailly-au-Clocher, par quelqu'un, je ne sais pas. Voilà. C'était c'est le programme. C'était tous les ans, il y avait un spectacle comme ça qui était monté. Et puis, eh bien, là c'est tout récent, là c'était 2007, mars 2007, ils ont mis ça cette année en 2008, puis ils vont en mettre ça en 2009. Alors là, c'est spectacle tout en Picard, le Fête à Juliette, Bernard Grenu, un drôle de tour, René Normand, le 23 janvier, Simons, La fin du monde, Simons, Nos Moisons, Gustave Devraine, et puis des intermèdes, l'accordéon, des chansons et tout ça, voilà, avec un dessin Jean-Bernard Roussel qui a été détourné, je te le dis, c'est que tu veux des droits d'auteur. Et donc, voilà, donc ça perpétue, comme ça, sur 50 ans, je vous dis, avec un creux de vague, mais bon, ça perpétue une tradition du théâtre au village. Et une manière de se retrouver aussi, de retrouver une communauté villageoise qui est un peu plus stationnée devant ses postes de télé actuellement que devant des choses comme ça. Alors je vais vous citer des endroits où on a pu voir du Picard dans les 20 dernières années, comme ça, vite fait, en commençant par le théâtre scolaire. Alors là, c'est indénombrable, c'est pas possible. Il y a des instituts, des enseignants, des profs qui montent un truc dans le coin. Et puis voilà, on ne sait pas, les parents d'élèves du coin, ils peuvent peut-être tomber de le savoir. Voilà. Alors, on a vu un extrait tout à l'heure, le collège Jeanne d'Arc à Rouen, CAJDT, Abbeville, centre aéré d'arrêt, ils ont monté une troupe qui s'appelait chez Bidayen, ça dure un mois, voilà, une représentation. L'été dernier, c'était à Saint-Blimont, et puis à la ville d'Eu, il y a eu aussi du théâtre, Club Théâtre, la Maison pour tous d'Abbeville, on a vu un extrait tout à l'heure. Club du collège Gaston Vasseur. Alors selon qui est-ce qui est enseignant, si l'enseignant il se déplace, ce club il se déplace avec lui. Hein. Ça d'une année sur l'autre, pour voir le deuxième acte, c'est dans un autre collège. Collège de Louvion-en-Pont, Mercelé, d'Escarbotin. Un spectacle du regroupement scolaire primaire de Tours-en-Vimeux. En plus je l'ai su parce qu'il jouait à une pièce chez lui, sinon je l'aurais posté. École primaire d'Annie Pruvois, Manche-Courtuison, ils ont écrit une pièce, puis ils l'ont joué, une pièce avec la fleur. Donc c'est absolument innombrable. Sinon, dans des villages, alors la mode Bulleux, qui reprend une pièce de Schlancheron, chez Courlu de Buchu, qui joue, Bussuet, qui joue quasiment tous les ans. Il y a une troupe chez 22 d'Esprit, à Épagne et Pagnette, les Merlettes de Crécy. Alors eux, avec Christiane et Jean-Pierre Delannoy, ils créent tous les ans un spectacle depuis une grosse quinzaine d'années. Ils créent beaucoup de spectacles de pièces de Bernard Grenu. À Bove, chez Giseux de Bove, avec Marielle Demey, chez Lotlicourt, avec Brigitte Glowacki, qui était à la radio encore cet après-midi, qui annonce 2 créations pour le mois de mars de l'année prochaine. La Gaîté, à Cartigny, dans l'est du département, qui crée 2 pièces par an, Françoise Cellier. L'année dernière, ils ont créé Dans le salle d'attente, et puis commande par correspondance, j'espère que j'étais pas à la Camif, et puis en 2008, je remembrement, et puis je réveillon. Voilà, peut-être qu'en 2009, je serai la commande à la Camif, c'est bon. Bon, l'indépendante artistique amiénoise, chez Péque de Lune, avec Marie-Thérèse Mercier, dans la région d'Abbeville, Tipimi avec Jean-Marie François, le duo de Jean-Marie Thomas avec Jean-Michel Anser, la troupe Épeuisserie avec Michel Delair, qui c'est une troupe d'anciens élèves, les amis de la TSF à Gamache, qui jouent en français et avec des rôles en picard dans certaines pièces. Il y a eu un théâtre picardisant à Beauval, à Braille-et-Mareuil, à Vaudricourt, à Bergicourt, dans le quartier Saint-Roch à Amiens. Le flux valéricain à Saint-Valery-sur-Somme, il a joué du théâtre un picard. Les baladins du Vimeux, au début, qui jouaient à Huchenville, ils jouaient un picard. La troupe Ménière en Vimeux, Tilloy-Floriville, je ne fais qu'un seul nom. Ménière en Vimeux, puis Tilloy-Floriville, Manu Guerville. En alternance, une année un spectacle en français et une année un spectacle en picard. Si vous voulez en savoir plus, regardez le Courrier Picard, dimanche dernier, ils ont donné tout le détail. Et puis, je vais dire un petit mot quand même sur ce qu'on avait fait à Schlancheron entre 1981 et 1999, où on a joué sous le nom de Cassigout, de Schcarimaro, puis de Schlancheron. On a monté 25 pièces.
parmi lesquelles, au tout début, on a repris 2 pièces anciennes, Spätzle de Crampon et Pinot Maison de Vrennes. On a créé la chanson de la fleur, qui est en français, nous on l'appelle le canchon de la fleur. D'ailleurs, je l'affiche de allez, d'où? Allez, pas long. D'ailleurs, c'était le canchon de la fleur, c'est le petit orange. Vous pouvez le prendre, je ne l'ai plus. Et puis, donc on a fait 4 créations collectives, puis on a créé 8 pièces de Jean-Marie François, 3 de Jacques Dulphy, 2 de moi. On a l'auteur a généralement réécrit les dialogues après la tournée, qui était toujours riche en improvisation, en réglages divers, trouvailles, enfin des astuces. Il suffit qu'il y ait un acteur malade pour qu'il y en ait un autre qui le remplace, puis que je crois le camp. Mais bon, on arrivait toujours à peu près à finir au même moment. Et puis, voilà, donc j'ai quand même créé 25 pièces, c'est quand même pas mal, donc qui ont été reprises pour certaines par d'autres troupes. Hein. Et puis, François, il a repris aussi, quand il a créé Tipini ou je sais pas que. En marionnette, on les a vus, hein, les Compagnons de la Fleur, le Royaume des Pantins, je parle en non professionnel. Et puis, alors j'ai cherché, un petit peu plus loin quand même, dans l'Oise, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors j'espère qu'il y a plus que ce que j'ai trouvé, parce que dans l'Oise, à part une troupe à Béthisy, qu'aurait joué en Picard, en plus j'en suis pas sûr, le collège Compère-Morel, qu'on a vu aussi dans les extraits, à Froissy, on montait des choses, j'ai pas trouvé. Et de peu de gens qui ont écrit des pièces de théâtre en Picard, qui habitent dans l'Oise, sont de la Somme. C'est étonnant. Dans l'Aisne, j'ai pas grand-chose, à part Terre-Tous-Gadrus et puis le foyer rural d'Étreillé. Le lycée de Saint-Quentin, je pense qu'ils ont monté quelque chose à un moment donné, mais je n'ai pas de précision. C'est Routel, je ne suis pas certain du tout qu'ils aient fait du théâtre. Par contre, dans le Pas-de-Calais, là, ça est un peu plus au monde. Les tréteaux de l'impasse, à Calonne-Ricoire, Bertrand Coq, qu'on a vu tout à l'heure, qui dialoguait. Donc lui, il crée ces pièces, qui sont, donc, je veux dire, du boulevard, pour simplifier. J'ai vu ça à Bruy en Artois, je suis allé voir ça. La salle archi pleine, j'ai plus de 400 personnes dans ce type. Chaleur du gars, époustouflant. Hein, pas plus surprenant que ça, je m'y attends. C'est bien. Quoi. Et puis c'était pas hier, c'était il y a une quinzaine d'années. Et c'est comme ça tous les ans. C'est édité en DVD, c'est vendu par La Voix du Nord. Truc, et puis c'est du bon théâtre. Après, pas obligé d'aimer, hein, c'est pas ça, je veux dire, mais juste du bon théâtre. Bien mis en scène, les acteurs qui posent leur voix, qui s'adressent au public, qui ne tournent pas le dos parce qu'ils sont timides, qui parlent picard ou qui parlent français pour certains parce que leur rôle est que ça, mais qui assument leur rôle, qui n'ont pas peur de se ridiculiser si leur rôle doit à un moment se ridiculiser. Et des acteurs qui payent pour jouer en plus. Hein, ils ne sont pas rémunérés, ils font partie de la société. Je pense que c'est pareil, on paye notre cotisation tous les ans, puis notre assurance pour venir jouer. Donc des gens, des amateurs dans le bon sens, dans tous ces sens du terme. Pas-de-Calais toujours, je vous ai parlé de T'en souviens-tu, là, donc à Berck, qui donne aussi des cours de Picard. Hein. Les Thiopatoisans, c'est Jean-Claude Fanfletteren, dans la banlieue d'Arras, qui avait monté une troupe de collégiens, et puis qui a également une troupe d'adultes à côté. Théâtre populaire de Gaillol, la compagnie du Restichy, l'atelier chez Patoisjeux d'Isberg avec Robert Dacosta, la Ch'ti Comédie, les Battleurs 2008. Hein, ils ont joué en 2008, une pièce s'appelle Les Battleurs. Parler Parlage, qui est une troupe qui a été créée en l'an 2000, qui joue du Simons et du Bertrand Coq. Donc Bertrand Coq n'est pas le seul à jouer ces pièces, ou sa compagnie. J'cadin l'horloge à Vimy, qui est une troupe issue de Parler Parlage. Les Balochards à Antoine, qui jouent du Simons, Simons d'après Devraine, une propre maison. La troupe de Chérienne qui joue Bernard Grenu, un auteur de la Somme. Les Pindrolles, Mon-Duc et Misère, créés en 2006. Chaque année, au mois de mars, ils recréent une pièce. Et les Beaucaillances à Longfossé, du côté de Dèvres. Et donc, voilà, un certain nombre de troupes. Dans le Nord, département du Nord, l'association Georges Fidy. Alors, tout ça, c'est autour de Valenciennes. L'association Georges Fidy, ils ont un journal qui s'appelle L'Armitoile, une troupe aussi, et le Cercle du Moulin, qui existe depuis 1996. Ensemble, ils font un festival annuel à Valenciennes, où il y a un certain nombre de pièces, de sketchs, de textes qui sont dits en public, avec les animateurs s'appellent Roger Barre et puis André Paulmeul.
les Rouchissants, toujours dans le Rouchy, donc autour de Valenciennes. Et puis à Marly, il y a eu le théâtre Watteau qui organisait aussi un concours, je m'en parlais, les Veillées patoisantes d'Ouascal, qui n'existe plus, mais un des membres qui vit encore, il habite en Bretagne, le Plumeur Baudou, il ne joue plus. Le cercle patoisant de l'Isle-et-Danois, là, avec Berthe du Châtelet, ça existe toujours. Le caveau lillois à Lille, le cercle patoisant roubaisien, les pichons d'agneau à Ornain, c'est parfois coloré. Et puis en Belgique, alors en Belgique j'ai beaucoup moins d'informations, les filles celles picardes, donc les filles celles picardes, ça tournait, c'est que des filles, le cabaret wallon tournaisien, royal, le théâtre wallon cominois, le théâtre wallon moucronois, j'ai à côté un moucron Mons. Alors à Mons, il y a une troupe, dont, je ne sais pas le nom, mais c'est avec Rose-Marie François, avec Anne Irac qui travaille à la RTBF de Mons, et Roland Thibault, donc qui monte des spectacles aussi. Quand je dis spectacle, de théâtre, hein, de dialogue, pas du conte ou du monologue. Le cabaret annuel, il y a un cabaret annuel à Elzel, tout au nord du domaine linguistique, le pays de Jean-Pierre Dussoulier. Et puis il y a eu l'important atelier Picard de la Maison de la Culture de Tournai, avec Paul Mailleux, Jean-Pierre Hennebeau, et puis Paul André que j'évoquais tout à l'heure. C'était des choses vraiment assez novatrices à ce moment. Alors un petit mot pour... on approche de la fin. Fort schéma. On ne peut pas reculer de la fin. On approche toujours. Le théâtre, c'est un Picard qui est visible. Vous voyez, il y a un décor, il y a des acteurs. Bon, si en plus ils sont en costume rural, traditionnel, ouvrier, c'est à ce à quoi on s'attend. Une photo, c'est vite fait. Ça plaît bien au correspondant de presse. Hein. Il vient claquer sa photo et puis il sait à peu près à quoi s'attendre. C'est visible aussi parce qu'il y a des affiches. Alors des affiches de compagnies professionnelles et des affiches de compagnies amateurs. Hein. Chez Lodvicourt, Royaume des Pantins, Schlangeron, enfin quelques-unes. C'est des affiches qui donc s'accrochent dans les salles des fêtes, dans les magasins, et puis qui font que il va y avoir du théâtre en Picard, on peut le voir. Le problème de cette visibilité, c'est que si on donne dans une facilité par rapport à un répertoire, un choix dans le répertoire, on va avoir un compte-rendu de presse qui va être un peu genre j'ai fait ça. C'est l'approche d'un match de football où l'on attend de voir des joueurs en short, un ballon et des filets dans les buts. Donc le résultat du match importe assez peu. Hein, l'annonce c'est ça, il va y avoir du football, on attend des buts. Il va y avoir du Picard, on attend du monde. Et puis on va bien rire. Hein, tout ça, hein, il va y avoir du sport, on va bien rire. Et puis le compte rendu c'est, il y a eu du football, le public a bien ri, salle pleine, ou bien public clairsemé, hein, ça va dépendre, les absents ont eu tort. Imaginez un peu les pages sportives, il y a eu du football, il y avait du public. Le résultat du match, critique, c'est rien, quasiment rien. C'est donc, c'est visible, mais ce qui est vu ne reflète pas ce qui a été vécu. Hein, il y a un moment, il faut faire un effort. Bon, encore du théâtre, il y a tout le temps du théâtre en Picard en plus. Donc oui, j'ai mis aussi un bémol, c'est que je dis, tout de même, il n'y a pas plus de considération pour les troupes de théâtre amateurs qui jouent en français. Hein. Il va y avoir du théâtre à la salle des fêtes de Bidule, il y a eu du théâtre à la salle des fêtes de Bidule, les absents ont eu tort, hein. Je veux dire, c'est la même chose. Hein. Et voilà, qui joue la soupière ou bien qui joue une création locale, c'est à peu près le même niveau de relecture. Ceci dit, il y a quand même cette visibilité du Picard pour le public. Les gens du village, les gens du quartier d'Amiens, je joue dans plusieurs quartiers d'Amiens, alors c'était là dans le coin, tout ça, on le sait, on le lit, on y va, on en apprend. Il y a une visibilité pour la presse. Moi je pense par exemple à France 3 Amiens qui de nombreuses années au moment de Noël mettait leur caméra ici devant chez Cabotan et puis la Fleur venait souhaiter un bon Noël chez Zéphane, quoi. Donc c'est facile, c'est du travail hein, pour tout le monde, mais c'est facile, à l'image, le téléspectateur, il a la Fleur qui vient lui souhaiter, voilà, tout de suite on sait que ça va être Picard, c'est la Fleur, il va souhaiter une bonne année,
ça parle tout de suite, c'est cette facilité-là, je parle en tant que téléspectateur. Après, Françoise, il faut tirer ficelle, tout ça, c'est du boulot, il faut répéter, il faut faire 5 prises, etc. Bon, il ne faut pas s'empêcher les pinceaux, ça, c'est difficile. Mais pour le public, l'accès au public, c'est simple, voilà, on est chez nous et la fleur nous souhaite un bon Noël, nous souhaite une bonne année. Le théâtre, c'est vivant aussi. Hein, on n'est pas dans une littérature, il faut lire, on se met de... Voilà, c'est collectif, c'est vivant, il y a des rires, des applaudissements, il y a une émotion qui est partagée. Il y a des enregistrements, il y a eu des 78 tours avant la Deuxième Guerre. Hein, mais Simon s'est édité ses pièces, Les carottes sont cuites, et puis d'autres sont publiés en 78 tours, en cassette, son, en CD, en DVD, en VHS. La télé, je vous disais, la RTBF qui venait enregistrer, je parle au passé parce que je ne sais pas si ça se fait encore à Comines, mais enfin il n'y a pas longtemps que ça se faisait encore, les pièces du théâtre wallon cominois, des passages radio. J'ai retrouvé dans un article de presse, 1984, première émission tout en Picard sur les ondes de Radio France Picardie, avec donc la lecture de Chez Jus, Ils sont feux d'avance, une pièce de Jean-Marie François, jouée par Roche Lancheron. L'événement, le Picard peut créer l'événement, enfin a pu créer l'événement sur les ondes de la radio régionale de service public. Donc c'est visible aussi avec des maisons qui ont pignon sur rue, comme celle-ci, le théâtre de chez Cabotan. Voilà. Le touriste qui se promène, il voit la fleur, il voit une marionnette, il s'attend peut-être pas vers ça. Donc ça peut, peut-être qu'ils viennent à Amiens, je suis bien allé à Lyon voir à Guignol, peut-être qu'ils viennent voir la fleur à Amiens, c'est possible. Je suis allé à Liège voir Tchanché, ça peut se faire. Mais donc ça peut être aussi au détour d'une rue qu'on découvre qu'il y a du théâtre comme ça, comme c'est le cas aussi avec le théâtre du Breuteux à Tourcoing ou à Roubaix, ou le Petrouchka à Lille. Donc avec le théâtre professionnel. Et puis il peut y avoir des émissions régulières de théâtre, comme ça a été le cas avec Popol et Ziré, à nos télé privées de tournée en Belgique, avec Bruno Delmotte, qui faisait un dialogue. Alors c'était un dialogue sponsorisé par une marque de bière, bon, enfin, Popol et Ziré, qui venait dialoguer dans le poste de télé tous les jours. Alors le paradoxe de ce que je dis là, c'est que je montre un enthousiasme, oui, bon, il exagère un peu, mais c'est qu'il y a quand même un paradoxe. Quand il y a des festivals de théâtre en Picardie, et il y a des affiches qui sont là aussi, à Rue, en mai 1982, une édition, très peu d'écho, 3 troupes qui se déplacent, donc une troupe de collégiens, 2 troupes, Chancheron et puis Estrée Crécy, voilà. Bon, à Lancourt, mars 2002, Ravizichy, une très belle affiche qui doit être là quelque part. Une 2e édition, tournée, hein, je dis, il n'y a pas que dans la Somme, tournée, en 1988, une édition, voilà, Chancheron qui a joué, il y avait pas de 2e édition. À Rennes, il y a eu 2 ou 3 éditions à côté de Valenciennes. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que la critique, le prix littéraire, par exemple, Éclitra, du mois d'Aubry, dit que Éclitra va faire un prix littéraire de théâtre. Pas souvenir d'avoir vu de mention de pièces de théâtre primées par Éclitra. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, j'ai pas pu, beaucoup trop de bulletins d'Éclitra qui ont pu tout refeuilleter, mais je n'ai pas souvenir de ça. Donc, pas de véritable critique. Il n'y a pas de théâtre professionnel, de chair, en Picard, ça existe. Matériel oui, théâtre, non. Je ne dis pas que c'est professionnel comme le Carquois, enfin les semi-professionnels comme le Carquois ne l'ont pas fait à un moment donné, mais qu'ils n'ont fait que ça, s'il n'y a pas. Il n'y a pas, en général, d'accès aux grandes scènes. Et je dirais que peut-être que même les acteurs amateurs auraient un peu la trouille de se retrouver tout seuls sur la grande scène du théâtre, la maison de la culture, ou bien même à la maison du théâtre ou la comédie, ou ailleurs. Hein. C'est grand, c'est un espace qui est difficile, angoissant, peut-être difficile à appréhender. Il n'y a pas véritablement de demande de subvention, je pense, régionale en termes financiers, parce que les élus, c'est régional, départemental. Je ne pense pas. L'indépendante artistique ont eu une subvention régulière à un moment où Courcol jouait, et je pense que c'était pour aller payer des frais de déplacement pour aller dans les maisons de retraite. Enfin, je pense que c'était par rapport à ça. Il faudra reprendre des documents un peu anciens du Conseil général de la Somme. Mais il n'y a pas véritablement de demande pour dire, voilà, on va instaurer un festival. Je ne pense pas qu'il y ait ça. Il y a une sponsorisation locale, la municipalité qui donne un coup de main, le garde champêtre qui vient allumer, mettre ses chaises, mettre brancher courant. Localement, oui, cantonalement, tout au plus.
maintenant qu'il y a le regroupement de communes, mais au-delà, je pense pas. Et donc, systématiquement, ça va limiter le rôle du théâtre à un aspect secondaire. C'est-à-dire que c'est pour distraire, c'est ce qu'on attend de lui, c'est bien, c'est suffisant. Il est indispensable pour donner du sel à la fin d'un spectacle local, qui est une pièce en picard, mais ça suffit. Aller au-delà, critiquer, ça devient en demander beaucoup, et le spectateur, et le journaliste, et les acteurs, il n'y a pas grand monde qui doit y être prêt. Alors pour conclure, je dirais un peu que le théâtre en picard, le théâtre picard, a des devoirs. Alors, il y a ceux que les acteurs, les metteurs en scène, que les responsables d'associations envisagent comme devoir, répondre à l'attente du public, animer le village, la fête de fin d'année scolaire, donc rire, détendre, loisir, voilà, ce registre-là, c'est ce que le journaliste va attendre. C'est l'attente des acteurs qui sont amateurs, parce que faut pas se prendre trop au sérieux, parce que je suis fort facile pour tout ça à lire, tout ça à apprendre, avec main que tu fouets pour retenir qu'un texte, donc un peu d'improvisation, un peu de laisser à main, ça ne fera pas de mal. Donc pas trop d'exigences de mise en scène, pas trop se prendre au sérieux, ménager des effets, oui, mais un bon trou de mémoire, ça fait pas de mal, ça fait rire tout le monde. Puis tout le public est complice, donc ça n'est que mieux. Mais dans des spectacles professionnels, je veux dire, je sais pas, si Guy Bedos il a un trou de mémoire, tout le monde l'encourage, ou un autre, c'est pareil. Donc c'est un peu ce que le public attend, c'est le moment où le patineur sur glace il va se casser la figure, pour l'encourager à remonter sur ses patins. Donc c'est ça, à la puissance du théâtre local, ramené à des gens qui se connaissent dans la salle. Le spectacle, j'étais allé voir il y a une paire d'années à Bussu, la salle archi-bondée, une grande salle archi-bondée, et puis les gens sur scène qui jouent, tant bien que mal, je m'étais mis pas trop loin, je dis comme ça je pourrais entendre, il n'y a pas de sono, pas grave, l'éclairage, 2 projecteurs blancs, vraiment minimum, minimum syndical, pour dire que la salle est dans le noir et que les acteurs on les voit. Mais après, c'est le trou de mémoire qui fait que là tout le monde éclate de rire au même moment, parce que ça libère tout le monde. Puis après, à la limite, ça joue un peu mieux. C'est presque une parodie de théâtre, faut pas l'écrire, faut pas le mettre dans le PV, ça, mais c'est presque à la manière des théâtres de marionnettes du 19e siècle, d'avant l'invention du cinéma, qui parodiaient le vrai théâtre qui était joué sur le grand théâtre avec des acteurs qui faisaient la tournée nationale, et puis les marionnettes qui parodiaient, donc ils prenaient, je vais prendre le site, qui prenaient la pièce qui était jouée, la Amiens, et puis on voit ça dans le livre de Guillemin sur les marionnettes à tringler à fil dans la banlieue lilloise, il explique bien ça, et puis les marionnettes, elles reprenaient la trame, et puis après elles s'en éloignaient, puis elles se moquaient, puis elles partaient dans des digressions en fonction des réactions du public. C'est pas ça, le théâtre en picard, c'est quand même des fois souvent beaucoup plus proche d'un texte, beaucoup plus proche d'une écriture, mais si ça dérape, ça peut aller jusque-là. Donc les troupes professionnelles ne s'y frottent guère. Le théâtre picard qui reste cantonné sans son décor d'intérieur rural, je pense vous avoir convaincu que c'est pas à 100% vrai et de loin, mais moi je maintiens que c'est un décor qui est contemporain de l'écriture de la pièce, dans l'immense majorité des cas, et il faut que les choses soient plausibles pour que ça passe avec le public. Et donc, moi je reviens sur le mot de ce devoir, cette responsabilité du théâtre en picard en tant que tel, donc partagé, tant par les acteurs, les choix dans le répertoire, que par le public, parce que c'est ce qui est vu, c'est ce qui est retenu, c'est ce qui est transmis oralement, c'est un peu le théâtre, le porte-parole du picard. Je dirais pas la même chose de la chanson, mais pourtant on chante en picard, c'est pas du tout le même rapport qu'il y a. Et moi je pense qu'il serait souhaitable que le théâtre ne se cantonne pas son répertoire joué à une poignée de pièces qui sont déjà d'une écriture un peu datée, devenues anciennes, et qui sont parfois rejouées à l'excès, ça ne veut pas dire jouer sans talent, mais encore nous Mazon, oui, pourquoi pas, mais bon. Et vous dire que là j'ai évoqué plus de 400 pièces. J'ai évoqué plus de 400 pièces, vraiment, j'ai compté, quand je suis arrivé à 400, je dis bon ça suffit, il y en a peut-être 500, c'est déjà pas mal. Et la dernière responsabilité, c'est qu'il serait peut-être
aujourd'hui bien que des gens qui veulent se mettre à l'écriture, et pourquoi pas l'écriture du dialogue, et pourquoi pas l'écriture après la scène, pourquoi pas après l'inspiration, la création collective, ou je sais pas, quelque chose, et bien qu'on invente aujourd'hui le Picard, à partir de ce théâtre Picard du XXIe siècle, qu'on invente le Picard qu'on va transmettre. Voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que certains s'y emploient, alors à tous de le partager, acteurs et public. Voilà. Merci. J'ai réussi à dire tout ça sans boire un verre d'yeux. Hein? Votre vague. Moi, je veux bien essayer de répondre à vos questions. Je vous assure que c'est pas un survol. J'ai essayé d'approfondir un petit peu certains moments, mais j'ai vraiment pas réponse à tout. Je sais vraiment pas tout, et j'en suis bien conscient. C'était impossible de faire cette conférence. Hein. Mais si vous avez des échanges même entre vous, des remarques par rapport à ce que j'ai pu dire, qui vous ont surpris ou qui vous ont, j'ai peut-être oublié, mentionné, parce que j'ai peut-être pas lu tout ce que j'ai écrit en plus, donc allez-y, puis après on va boire un coup parce que ma chafouette c'est... Oui, il peut pas tenir 1 minute ou 2, mais pas plus, après ça sera le pépi. Ou l'île à sec. Merci. Non. Ouais, vous êtes de la nouvelle, on ne voit rien quand on est loin. J'ai tout dit. Non, mais là, c'est pas de plus, ça va. Bon, vous causerez plus autour d'un verre de cidre, là. Bon, allez, allez.